Merci beaucoup Olivia d'être avec nous. Pour commencer, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ton parcours professionnel ? Complètement. Déjà, merci de m'accueillir au sein de votre école. C'est un plaisir de venir jusqu'ici. Donc, effectivement, je m'appelle Olivia, j'ai 36 ans. À l'origine, j'ai un parcours de chimiste. J'ai fait des études de chimie. C'est un domaine qui me passionne depuis quand même longtemps. J'ai le souvenir de quand j'étais petite, je faisais des expériences de chimie avec mon papa et c'était quand même plutôt chouette de tenter des choses dans la cuisine. Directement. Rien de dangereux, je précise. Et c'est vrai que pour le coup, j'étais assez intriguée par ce qu'il y avait dans les flacons de parfum de ma mère aussi au passage. Elle en avait plein et honnêtement, elle choisissait le matin un flacon plutôt qu'un autre et moi, ça me faisait rire et aussi ça m'intriguait parce que j'avais besoin de comprendre pourquoi tel flacon plutôt que tel autre. Et quand je posais des questions pour savoir d'où ce choix, elle me disait fais des études de chimie, tu verras plus tard. Donc voilà, tout ça, ça m'a amené à la chimie. Et donc j'ai fait une licence de chimie du côté de Paris. Et après, je me suis spécialisée en chimie des arômes et des parfums à Montpellier. Et à partir de là, j'ai fait des stages de découverte dans des labos de parfumerie, de création de parfums, dans des laboratoires plus d'applications. J'ai fabriqué du savon liquide, enfin vraiment des trucs un peu improbables. J'ai même développé des arômes pour des liquides de cigarettes électroniques, enfin pour vous dire à quel point c'était large. Tout ce qui avait trait aux arômes et aux parfums, voilà, c'était quelque chose qui me fascinait. Et à partir de là, je me suis retrouvée dans une grosse entreprise cosmétique, un groupe japonais qui fabrique des parfums, du maquillage, du soin. Et j'ai travaillé plusieurs années en développement, puis en innovation sur la partie parfum. Ok. Voilà. Bon, top. On voit que c'est parti de la famille, puis après, ça s'est étendu sur le parcours pro finalement. Complètement. Ouais. C'est totalement ça. Et c'est vrai que là, à l'heure actuelle, après ce passage en industrie, c'est vrai que, alors moi ça m'a captivé tout ce que j'ai pu faire là-bas, mais c'est vrai que j'avais un peu ce souhait de revenir à quelque chose peut-être de plus dans le partage, dans la transmission. Et voilà, j'avais à cœur de développer une activité de formation, une activité d'animation autour de l'odorat, parce que c'est un sens qu'on néglige souvent dans nos quotidiens, même s'il est hyper présent et il nous permet à la fois de nous défendre contre les dangers un peu du quotidien, parce que le jour où il y a une odeur de brûlé, vous vous mettez tout de suite à courir dans l'autre sens, en fait, en général. Il y a un peu de ça. Le jour où vous mangez quelque chose que vous adorez, ou vous dégustez un verre de vin que vous trouvez hyper bon, ça passe par l'odorat, ça passe par le goût. Et j'avais bien envie de démocratiser un peu tout ce qui se trame au niveau de l'odorat. Et d'où l'idée de lancer ce projet plus personnel autour de la formation et de l'animation. Ok, voilà. Top. De toute façon, on va en parler un peu après. Super. Parfait. Et puis, voilà. Je voulais un peu savoir, justement, après ton parcours, donc on a vu que tu es un peu parti dans la recherche, etc. Et puis, en quoi consistaient justement un peu ces travaux de recherche au niveau des aromatiques, je suppose, en chimie et des choses comme ça? Alors, c'est vrai que pour le coup, quand j'étais salariée, j'avais pas mal de projets en termes d'innovation. C'était très large et c'est ça que je trouvais génial aussi, c'était de basculer d'un projet à un autre, d'un jour à l'autre, il y avait un projet complètement différent sur lequel on pouvait bosser. J'avais comme type de projet, je travaillais pas mal sur la parfumerie d'ambiance. Je pense que c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vu, mais on parle souvent des bougies parfumées, mais c'est pas seulement ça, en fait, il y a plein de technologies qui permettent de diffuser du parfum, que ce soit dans une voiture, que ce soit dans un salon, que ce soit dans des grands magasins, que ce soit, enfin, tout est possible. Et donc, j'avais des projets comme ça autour de la parfumerie d'ambiance pour certaines marques. C'est très technique pour le coup, parce que c'est pas de la parfumerie qu'on va appliquer sur la peau, mais en fait, on va dépendre de tout un tas de systèmes. Donc, par exemple, là, on est dans une salle, on va essayer d'exploiter le système d'aération, de ventilation pour venir diffuser les odeurs, mais dans la bonne concentration pour pas que ça vienne vous déranger. Et en même temps que vous sentiez quand même, parce que si vous ne sentez pas la technologie, c'est exactement ça, c'est hyper technique. Donc sur ça je m'étais bien amusée, j'avais travaillé sur de l'encens aussi parfumé, des choses comme ça.
À côté de ça, j'avais un gros projet de recherche où j'avais travaillé justement avec un laboratoire du côté de Lyon, parce qu'à l'époque j'étais à Orléans, donc j'étais pas du tout dans la région, et un laboratoire qui est spécialisé en neurosciences et qui travaille sur vraiment la perception olfactive et ce qui va se passer dans le cerveau quand vous sentez une odeur. Ok. Ouais. Et le comportement qui va découler de tout ça, en fait, quand vous allez sentir une odeur, le comportement que vous allez avoir derrière. Donc on avait monté tout un projet de recherche autour de cette thématique avec ce laboratoire. Donc c'était un projet de thèse. Pour le coup, c'est pas moi qui ai fait la thèse, mais je faisais partie de l'équipe qui encadrait le thésard avec qui on travaillait. C'était hyper enrichissant parce que moi, le monde académique, au-delà du master, je connais pas du tout. Ouais. Et en fait, ça permet aussi de mettre en perspective autrement les attentes de chacun, parce que d'un point de vue académique, on n'a pas les mêmes attentes que d'un point de vue industriel. Donc ça oblige à de la flexibilité, à de l'adaptabilité aussi. Donc c'était vraiment c'était un sacré challenge, mais on est arrivé à plusieurs publications scientifiques. Donc il y en a eu 3 jusqu'à présent, ce qui est très très cool. Ouais, Voilà. ça doit être du travail quand même. Ouais, j'imagine. c'est du boulot. C'est plus l'équipe au niveau de recherche qui a articulé le protocole expérimental, des choses comme ça. Nous, on était là pour valider, pour challenger aussi et pour pas perdre de vue aussi les objectifs que nous, on avait. Mais c'est vrai que c'était hyper enrichissant pour moi aussi à ce niveau-là. Après, on s'est quand même payé un Covid en plein milieu de ce projet. Et quand on travaille sur l'humain, en fait, on se rend compte que pour recruter des participants, en fait, pendant plusieurs mois, on n'a pas pu. Stand-by. Donc, on était obligé de réfléchir à d'autres protocoles pour venir solutionner le problème initial, quoi. Donc voilà. Donc j'avais des tas de projets plutôt chouettes. Comme je disais, ça changeait de jour en jour et c'est ça que je trouvais très cool en innovation. Et c'est aussi ce que j'ai voulu retrouver dans le boulot que je me suis créé. C'était jamais avoir la même journée que la veille, quoi. Donc vraiment essayer de changer de programme à chaque fois. Ok. Tu avais parlé un peu de ton master. Du coup, le master en ingénierie des cosmétiques, tu y as appris quoi? Et est-ce que c'était plutôt, par exemple, théorique ou plutôt pratique, avec, je pense, peut-être des TP de chimie, avec des manipulations de molécules aromatiques, etc., comme on entend souvent? Alors, pour le coup, c'est ça que j'ai trouvé bien avec le master. Après, je pense que vous le savez aussi, mais plus vous avancez dans vos études et plus vous vous spécialisez, c'est logique. Donc moi, en licence, je me souviens, c'était vraiment en licence de chimie générale où c'était très général. En fait, comme son nom l'indique. Mais c'est vrai qu'il y avait plein de types de chimie différentes. Parfois, on ne le sait pas forcément de l'extérieur, mais il y a plein de types de chimie et les applications sont diverses et variées. Et moi, le master, ce que j'ai trouvé très cool, c'était que c'était appliqué. Donc c'est ce qu'on appelle, alors je ne sais plus si ça existe toujours, mais c'est ce qu'on appelle un master professionnel. Je sais qu'il y a eu énormément de choses qui ont changé. Donc en fait, sur le master, on était obligé de faire, si je me souviens bien, c'était 10 mois de stage sur les 2 années. Donc en fait, en général, on faisait un stage la première année à peu près 4 mois, la deuxième année 6 mois, ça faisait 10 mois de stage, on validait, on était content. Et à côté de ça, on avait des tas de cours, des cours théoriques, on avait beaucoup de TP, tu l'as mentionné. Ça reste de la chimie, donc effectivement, quand on fait du parfum, on manipule des molécules odorantes. Et en fait, on était très souvent en laboratoire. Il y avait des projets hyper chouettes. J'ai le souvenir d'un projet où on avait on avait créé un parfum en accord avec une œuvre dans un musée, parce que c'était un master à Montpellier. Il y a un musée à Montpellier qui s'appelle le musée Fabre. Et en fait, on repérait des œuvres dans le musée Fabre et on devait créer un parfum en petit groupe qui soit représentatif de l'œuvre et qui raconte une histoire. Oui, donc limite de l'artistique finalement. C'est vraiment ça. Mais ça pouvait être une œuvre, ça pouvait être une sculpture, ça pouvait être une peinture. Enfin, on n'était pas que sur de la peinture. Donc moi, ce projet, il m'avait marqué parce que c'était un projet sur plusieurs mois et en fait, tu travailles vraiment sur tout, sur l'aspect communication, comment tu vas essayer de représenter ton parfum autrement. On avait fait aussi une visite avec des personnes qui sont déficientes visuelles. Et en fait, on avait accueilli ces groupes-là et on leur faisait sentir le parfum, mais comme ils ne pouvaient pas voir l'œuvre, il fallait que le parfum retranscrive aussi ce qu'on souhaitait faire passer comme message. Le travail de fond, d'analyse, plus après retranscrire, ça doit être un sacré boulot quand même. C'était hyper... moi, j'ai trouvé ça tellement enrichissant pour tout le petit groupe qu'on était, après pour la promo aussi plus largement. C'était vraiment hyper chouette. Donc on avait ce type de projet. Après, comme on travaillait en chimie des arômes et des parfums, je peux vous mentionner un projet qui était
c'était hilarant. Enfin, hilarant. Ça laisse des souvenirs mitigés. Mais je ne sais pas si vous voyez, mais dans certaines sauces ou dans certaines préparations culinaires, parfois on a des arômes qu'on appelle des arômes de fumée, qui sont des arômes, par exemple, la sauce barbecue. Souvent, on va avoir ce type d'arôme. Le bouillon cube, typiquement, c'est aussi ce type d'arôme. Donc, en fait, c'est des trucs qui tapent, qui sont hyper puissants et qui imprègnent un peu notre imaginaire collectif aussi. C'est Madeleine de Proust un peu, parfois, je pense, au niveau des odeurs. Complètement. Et en fait, ce qui est hyper drôle, c'est qu'on a passé, je ne sais plus si c'était une journée ou 2 journées, mais je crois que c'était 2 journées. On a passé 2 journées en laboratoire à manipuler ce type de molécules odorantes qui sont hyper concentré, hyper costaud. Et en fait, ce qui était très drôle, c'est que c'était sur 2 jours. Parce que le soir, j'étais rentrée et j'avais mes cheveux qui étaient imprégnés de l'odeur du cubord, là, le bouillon que vous faites pour les vermicelles, la limite. Et toutes les blouses étaient complètement imprégnées. Donc le soir, je me souviens, je m'étais frotté les cheveux. Et tout ça pour recommencer le lendemain le même TP. Et voilà, donc c'était typiquement le genre de TP qu'on pouvait avoir. On avait beaucoup d'applications à ce niveau-là, mais on avait aussi un peu de théorie parce qu'effectivement, on est obligé de maîtriser des bases sur la parfumerie, à savoir la réglementation, à savoir la formulation. Donc, clairement, on avait... c'était un savant mélange entre les deux et je trouve que le master est plutôt bien articulé à ce niveau-là. C'est pas pour leur faire de la pub, mais c'est quand même très chouette. J'ai une petite question. Comment ça se matérialise de jouer justement avec des odeurs qui est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui nous entoure tout le temps. Enfin, par exemple, en chimie, ça va se passer comment ? Tu vas jouer, je pense, avec des liquides classiques, mais ça se matérialise comment aussi de créer une odeur ? Ça doit être quand même quelque chose de spécial. J'aime trop cette question parce que moi, c'est souvent le point d'entrée, tu vois, de la parfumerie. Je dis souvent que ce sens de l'odorat, c'est le sens de l'invisible et de l'impalpable. C'est pas quelque chose de tangible en fait. Donc tu sais pas, quand tu sens une odeur dans la rue, tu vas avoir la source de l'odeur. Enfin, tu vas la chercher parce qu'il y a toujours une source à ton odeur. Donc tu vas avoir une fleur ou tu vas avoir une poubelle. Enfin, tout est possible. Tu vois, c'est bonne ou mauvaise odeur. On fait pas la distinction. C'est très personnel et c'est très culturel aussi. Mais en gros, ce que tu vas avoir dans les laboratoires de création de parfums. On est quand même il y a bien ce terme de laboratoire. C'est tu manipules des ingrédients et c'est des molécules, c'est des ingrédients qui sont vraiment des ingrédients chimiques. Que ce soit naturel ou synthétique, peu importe. Une huile essentielle, il n'y a rien de plus chimique en fait. C'est des molécules entre elles. Donc en fait, on va avoir des tas d'ingrédients disposés sur des étagères. Parfois, c'est très bien rangé, parfois c'est un peu moins bien rangé. Ça dépend du labo finalement. Ça dépend du labo et en général, il faut que ce soit bien rangé parce que quand tu as plusieurs personnes qui travaillent dans le même espace, tu classes par ordre alphabétique, tu fais attention à bien remettre au bon endroit parce que parfois, tu peux chercher des flacons pendant longtemps sinon. Et en général, dans ces petits flacons, tu peux avoir un peu de tout. Tu peux avoir des poudres, tu peux avoir des cristaux, tu peux avoir des liquides qui sont plus ou moins translucides, qui sont plus ou moins colorés aussi accessoirement. Viscosité aussi peut-être. Viscosité, ça joue énormément. Donc vraiment, pour le coup, on est sur du solide et du liquide. En termes pour vraiment tout ce qui est poudre, tout ce qui va être cristaux, tu vas avoir... différentes formes de cristaux, de particules, différentes couleurs aussi. Il y en a qui vont se peser plus ou moins facilement. Les poudres, en général, c'est plutôt cool. Mais par exemple, si tu prends, je sais pas, une huile essentielle de mandarine, en fait, ton huile essentielle, elle va être plus ou moins jaune, suivant la maturité de ta mandarine initialement. Et en fait, si tu prends d'autres ingrédients, je pense... Si on prend par exemple un musc synthétique, je pense à ce qu'on appelle la galaxolide, qui est un musc qu'on utilise pas mal pour créer des parfums, qui a une odeur très... Alors, pas du tout facile à décrire, mais vraiment une odeur hyper cotonneuse. C'est le musc un peu coton, bébé, etc. Il y a un côté et un peu il y en a un autre un peu plus animal aussi. Alors le musc, initialement, le musc, c'est un ingrédient d'origine animale. De base. C'est obtenu à partir d'un animal qu'on appelle le chevrotin porte-musc, du mâle exactement, qui, quand il est en rut, il cherche à attirer les femelles et il a une petite poche dans son ventre. Et cette poche sécrète un liquide, une substance qui va être perceptible par les femelles. Et donc les femelles vont se rapprocher, elles vont venir se reproduire et ça pérennise l'espèce et c'est très chouette. Et en fait, l'être humain dans toute sa bonté, en fait, s'est dit que cette substance avait une odeur qui était hyper sensuelle et qu'il fallait aller la récupérer. Mais ça, on le fait depuis la nuit des temps. Le musc en médecine traditionnelle chinoise, c'est quelque chose qui est hyper utilisé.
Je pense aussi à une certaine époque, vraiment, le chevrotin porte-musc, à l'origine, c'est vraiment Asie. Donc, c'est plus côté... vraiment les confins de l'Asie. Et on allait le chercher très très loin. Je pense à l'Antiquité grecque notamment, on allait le chercher très très loin. On rapportait ce musc et on l'utilisait pour créer des parfums à l'époque. Jusque dans les années, pour vous dire, ça reste récent à notre échelle, enfin à l'échelle de l'humanité, jusque dans les années à peu près 70, on a continué d'utiliser le musc naturel d'origine animale. Et en fait, après on a arrêté parce que l'espèce a été classée en voie d'extinction. Donc on a décidé de la protéger et d'utiliser plutôt des muscles synthétiques. Les muscles synthétiques, on les utilise quand même depuis la fin du 19e, on ne va pas se mentir. Mais à partir des années 70, vraiment dans la palette du créateur de parfums, on a basculé sur des muscles synthétiques, souvent artificiels. Et cette fameuse Galax solide dont je parlais tout à l'heure, elle a une odeur... vraiment de musc, c'est hyper agressif, ça sent un peu le bébé, il y a un côté un peu fruits rouges, un peu framboise, un peu mûr, et c'est le socle de bon nombre de parfums du marché. Et quand tu le prends vraiment dans son petit flacon, c'est un liquide un peu visqueux, mais complètement translucide et incolore. Voilà. Donc vraiment, si on en revient à ta question initiale, avec quoi on crée des parfums, tu vas avoir des ingrédients naturels, tu vas avoir des ingrédients synthétiques de différentes formes, avec des odeurs, mais tellement diversifié, t'ouvres un flacon, si tu sais pas au départ, tu te dis ok, je vais poser mon nez dessus, tu peux avoir une bonne ou une mauvaise surprise en fonction de tes goûts, bien entendu. Mais voilà, donc au final, c'est assez intriguant parce que quand tu rentres dans un laboratoire comme ça, tu vas avoir énormément de possibilités. Donc tu as ce qu'on appelle des orgues à parfum, donc ces orgues qui contiennent les ingrédients de parfumerie, tu peux en avoir plusieurs centaines, 300, 400, et tu en as d'autres où tu vas rentrer dans des laboratoires, il y en a beaucoup plus, quoi. Après, plus tu as d'ingrédients, plus tu as de possibilités, mais moins tu vas les utiliser aussi parce que parfois tu les oublies. C'est un peu comme chez toi quand tu es dans la cuisine, si tu as un placard à épices avec une 50aine d'épices, potentiellement il y en a que tu vas un peu zappé ou moins utilisé. Donc c'est un peu, voilà, c'est bien d'optimiser aussi le nombre d'ingrédients en fonction de ce que tu veux créer et de ce que tu veux raconter comme histoire, quoi. Merci pour la reprise. Tu nous as dit tout à l'heure que tu étais venue à cette idée de travailler dans la parfumerie grâce à ta maman, en fait, quand tu l'as vue depuis petite se parfumer avec tes yeux de petite fille. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'a donné envie d'aller dans ce domaine ou c'est seulement de voir ta maman quand tu étais plus jeune? Je dirais que le fait de conscientiser ça, c'est beaucoup ma mère. J'ai aussi dans ma famille 2 personnes qui sont passionnées de parfums, qui ont eu une marque, alors maintenant ils sont retraités, mais ils ont eu une marque de prêt-à-porter et ils ont lancé des parfums un peu après. Alors l'idée initialement c'était plus la couture qui les intéressait et ils ont lancé des parfums bien plus tard, mais ouais, ça m'intriguait pas mal ce travail de création là aussi, en évoquant le sujet avec eux, donc il y avait un peu cet attrait là et après c'est vrai, je pense que il y a aussi quelque chose que j'ai compris peut-être assez tôt, mais tu parlais tout à l'heure de Madeleine de Proust. Vraiment, ce truc, tu sens une odeur et quasi instantanément, tu t'es projeté dans un souvenir avec des gens, un endroit, un moment de ta vie. Enfin, ça peut être précis, quoi. Ça peut être très, très précis et ça va très, très vite en général. Beaucoup plus qu'avec la vue ou l'ouïe. Je pense que vous avez déjà fait des blind tests musicaux, mais quand vous êtes dans un bar et que vous écoutez une chanson, les premières notes, alors il y a des gens, ils sont hyper forts, au bout de quelques notes, ils sont capables de se dire ok, je sais ce que c'est. Moi, je ne fais clairement pas partie de cette catégorie. mais voilà, en tout cas, il y a quand même quelques secondes avant d'intellectualiser que c'est cette chanson. Et pour l'odeur, en fait, on a tout de suite une réaction. Alors, de là à mettre des mots dessus, c'est là le plus compliqué. Ça s'apprend, hein, mais en fait, on a tout de suite une réaction. Et moi, à ce niveau-là, j'ai grandi à Paris, donc je ne vais pas mentir, j'ai pas été sollicitée par les odeurs comme ont pu l'être certaines personnes qui ont peut-être vécu dans des environnements peut-être plus à la campagne ou plus proche de la nature. Il y a des odeurs à Paris aussi, mais après, c'est pas, je ne vais pas dire que c'est complètement inerte au niveau olfactif, ça serait mentir. Mais j'ai été moins exposée à Paris, peut-être que d'autres personnes qui ont grandi dans le sud ou à la campagne ou à d'autres endroits. Mais moi, j'ai surtout le souvenir je passais mes vacances du côté de Perpignan, donc dans le Roussillon.
Et j'ai des souvenirs qui me reviennent. Et c'est des souvenirs très ancrés dans mon vécu, mais aussi dans celui de ma sœur. Ok. Parce que comme on passait toutes nos vacances ensemble, tout ça, ça reste des souvenirs un peu à nous deux. Et j'ai des souvenirs qui m'ont marqué. J'ai ce souvenir du style, moi il y a une odeur que j'adore dans la vie, mais là on va y venir, hein, mais je sais pas si vous voyez quand il fait très chaud, c'est un peu le cas en ce moment, que on sent un petit peu l'orage qui pointe le bout de son nez. Ouais, le pétrichor. Ouais, exactement, ouais. le pétrichor, c'est exactement ça. Pétrichor, Ouais, pour la prononciation. C'est pas grave. Et en fait, c'est vraiment cette odeur-là de terre humide. On sent qu'il y a un truc un peu en décomposition, en même temps ça sent le sous-bois, en même temps, enfin il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et moi cette odeur m'a toujours fascinée. Et je suis hyper fan de cette odeur d'ailleurs. Moi j'aime pas, tu vois, c'est marrant. Moi à chaque fois on en parle et elle dit ça sent super bon, et moi c'est sans plus, c'est pas non plus répugnant, mais je suis plutôt un peu plus indifférent, quoi. Voilà. Mais ça tu vois, c'est propre à chacun. Et c'est vrai que moi je demande toujours à chaque début d'intervention, de formation, d'animation, ok, présentez-vous, donnez-moi votre prénom. Mais c'est au tout début, donc les gens ils sont un peu déboussolés. Mais c'est vraiment donnez-moi votre prénom et vous devez préciser une odeur que vous aimez bien et une odeur que vous aimez pas. Alors déjà, les gens en général ils commencent par l'odeur qu'ils aiment pas. Parce que je pense qu'il y a un petit côté peut-être instinctif, animal. On se rend compte aussi que ce sens de l'odorat il est très connecté à quelque chose de, disons, de primaire, quoi, à limite. Donc les gens ils commencent souvent par l'odeur qu'ils aiment pas. Et après ils en viennent à l'odeur qu'ils aiment bien. Et vraiment, moi j'ai des pépites à ce niveau-là, et je me marre trop quand j'entends les réponses des gens. Je trouve que c'est très intime, et je trouve ça bien de commencer aussi les animations, les prestations comme ça, parce que tout de suite chacun livre un souvenir, parfois intime. Et ce que je trouve bien aussi, c'est que ça met tout le monde sur le même pied d'égalité dès le départ. Donc il n'y a pas quelqu'un qui part avec une longueur d'avance ou autre. Enfin, c'est vraiment chacun a livré son petit souvenir. Et du coup, voilà, on peut basculer sur le reste de l'animation et tout. Donc moi, l'odeur que j'adore, c'est vraiment cette odeur, comme toi, de terre mouillée avant l'orage. Moi, ça me rappelle ces balades dans le Roussillon que j'évoquais tout à l'heure, où plein mois d'août, c'est le cagnard, il fait hyper chaud. Et je me souviens avec ma sœur, on mangeait les mûres sauvages le long des petites routes de campagne, quoi. Excellent. Et en fait, on avait les mains qui collaient de murs, en fait. On rentrait le soir, on n'avait plus faim du tout. Et en fait, on entendait au loin l'orage, on voyait que le ciel, il devenait tout gris. Il y avait vraiment plein de choses qui se passaient. Parfois, on se payait un orage de grêle aussi au passage, donc on courait pour se réfugier dans la voiture avec les parents et tout. Mais ouais, c'est vraiment ce souvenir-là, il est ancré. C'est pas seulement cette odeur de terre mouillée, c'est tout ce qu'il y a autour, quoi. C'est vraiment, il y a le goût parce qu'il y a les murs, il y a le visuel. Je parlais du ciel qui devenait hyper obscur, foncé, et ça faisait hyper flipper. Voilà, il y a ce côté bruit aussi, on entend au loin l'orage. C'est multisensoriel comme expérience, quoi. Donc c'est pour ça que ça m'a marqué, je pense, c'est parce que tous les sens sont impliqués. En même temps. Et à l'heure actuelle, c'est vraiment un souvenir où même s'il pleuvait et on était trempés, ça reste des souvenirs inoubliables, quoi. Oui, c'est sûr. Donc, les vacances inoubliables. La définition des vacances, ouais. Alors du coup, pendant de longues années, tu as quand même travaillé en R&D, donc dans une boîte, je vais essayer de ne pas écorcher le nom, Shiseido. Franchement, tu l'as hyper bien dit. Ok, bon, c'est bon. Est-ce que tu pourrais nous décrire justement du coup le processus pour formuler un parfum? On en a un peu parlé au début, sous quelle forme on pouvait retrouver, mais quels sont le processus pour former un parfum, et puis un peu ce qui se passe en R&D, quoi. Ouais, tout à complètement. Fait. Alors là, ce dont tu parles, c'est vraiment ce qu'on appelle du développement parfum. Comment on développe un parfum. Donc en fait, ça part essentiellement d'un brief. Après, tu peux avoir des marques qui travaillent sans brief aussi, où il y a carte blanche au niveau de la création, mais très souvent, on va avoir quand même un brief. Le brief se base sur une étude de marché qui est faite en amont pour savoir où est-ce que tu veux lancer ton parfum, c'est quoi ta cible client, c'est quoi les préférences de tes consommateurs, c'est quoi les tendances aussi actuelles. Donc, il y a quand même tout ça à analyser, à digérer et se dire, ok, ça nous permet d'aboutir sur un brief. Et ce brief, c'est un peu le point de départ de ton projet de développement parfum. Et à partir de là, tu vas avoir dans ce fameux brief des informations sur l'olfactif, sur le visuel,
qu'est-ce que tu veux que ton parfum sente, qu'est-ce que tu veux, à quoi tu veux que ton parfum ressemble en fait en termes de flacon, est-ce que le jus il est coloré ou pas, comment tu communiques aussi, ça c'est des choses qui sont importantes. Donc sur la partie vraiment purement chimie R&D, ce qui va se passer, c'est qu'on va partir de ces fameux ingrédients de parfumerie dont on parlait tout à l'heure, de cette palette olfactive, pour créer l'odeur du futur parfum. Donc à partir de là, on va assembler des ingrédients entre eux, naturels ou synthétiques, parce que parfois il y a certaines marques qui décident de travailler en 100% naturel, il y a des marques qui décident de travailler en 100% synthétique. C'est pas ce qu'on voit le plus à l'heure actuelle, mais c'est des partis pris olfactifs qu'on peut observer sur le marché aussi. Et en général, les parfums que vous voyez sur le marché, c'est à la fois naturel, à la fois synthétique. Il y a des avantages aux deux, quoi. En fait, c'est ça. Il y a pas, pour moi, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il y a disons que il y a des avantages dans le côté naturel qu'il y a pas dans le côté synthétique, et l'inverse est valable aussi. C'est quoi, par exemple, les avantages? Peut-être stabilité des... Alors, sur tout ce qui est naturel, la stabilité, c'est un peu compliqué. On le sait. Sur le synthétique, on arrive un peu plus à maîtriser ça. Et encore, c'est vraiment, je généralise. Mais en fait, il faut partir du principe que le parfum, c'est un produit hyper complexe. Si tu mélanges des tas de molécules entre elles et tu leur demandes de rester calme. C'est en général, quand tu fais une soirée chez toi, si tu invites 5 personnes, si tu invites 200 personnes, tu sais que plus il y a de monde, plus ça va être le bazar. Donc en général, plus tu vas avoir de monde dans ton parfum, plus ça va être difficile de contrer ce qui va s'y passer. Donc voilà, c'est ça qu'il faut garder. Mais en termes d'avantages, d'inconvénients, je dirais que la synthèse, tu arrives à maîtriser vraiment ce que tu obtiens. Parce que la synthèse chimique, en fait, c'est... alors je ne vais pas dire que c'est simple, parce que ça serait mentir, mais en fait, tu sais de quoi tu pars, tu sais ce que tu vas obtenir, et en fait, tu vas réussir à le purifier. Donc vraiment, ce que tu vas obtenir in fine, c'est quelque chose de relativement pur. Tu n'auras pas, disons, d'intrants, de polluants ou autre. Sur le naturel, tu peux avoir un peu plus de surprises. Déjà, tu n'as pas tu as quelque chose de variable, parce que d'année en année, tu n'as pas les mêmes récoltes. C'est un peu comme dans le vin. Tu as des années qui sont millésimées, d'autres qui ne le sont pas, tu vois. Donc en fait, dans le parfum, tu peux avoir aussi ces différences-là. Donc garder quelque chose de peu variable d'une année à l'autre, c'est quand même hyper compliqué. Alors qu'avec la synthèse, tu peux le faire. Mais le truc hyper bien au niveau de tout ce qui est naturel, c'est que tu as une richesse de fou. Parce que quand tu rajoutes, je sais pas, une huile essentielle de rose dans ton parfum, tu rajoutes d'un coup 300 molécules différentes. 300 molécules différentes. C'est autant de... Sur la rose, c'est hyper complexe. Tu as vraiment énormément de molécules. Et chaque molécule va avoir son petit impact dans ton parfum. Donc, tu vas avoir une richesse olfactive que tu n'auras pas avec les ingrédients synthétiques. Et c'est ça qui est génial dans le naturel et qui est hyper beau, c'est que ton histoire, elle va peut-être se prolonger, elle va être complètement différente. Tu vas avoir, disons, une évolution, quelque chose de pas linéaire dans ce que tu vas raconter avec ton parfum, qui sera différent que si tu utilises que de la synthèse, quoi. Alors, on va revenir un peu sur comment justement on va... Enfin, les étapes de création d'un parfum, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer, etc. Puis aussi peut-être les aspects conservation de son parfum, les choses à ne pas faire ou à faire. Complètement. Sur l'aspect fabrication du parfum, il y a plusieurs étapes qu'on respecte. C'est souvent les mêmes. Donc, on a toute cette étape de peser. On va peser les ingrédients entre eux, donc qu'ils soient naturels ou synthétiques. On va obtenir ce qu'on appelle le concentré de parfum, donc l'ensemble des ingrédients, qu'on va venir diluer dans de l'éthanol. Ça, c'est, disons, la base classique quand on travaille en parfumerie alcoolique. C'est ce que vous voyez quand vous allez chez Sephora ou autre. En plus de l'éthanol, on va souvent avoir de l'eau. On va avoir certains solubilisants. Je pense à des glycols. C'est un terme un peu, disons, chimique, mais je suis obligée d'en parler. Mais c'est juste, disons, des molécules qui vont être là pour solubiliser le parfum. On va rajouter des filtres UV. Donc, c'est des filtres qui vont venir protéger le parfum de la lumière du jour. Et rajouter aussi des antioxydants. Après, on rajoute aussi des colorants pour la dimension esthétique. Suivant si le parfum est bleu, vert, jaune, tout ça, c'est vraiment des choses souhaitées par le marketing en amont. Et on est obligé de le savoir au laboratoire en amont, parce qu'on ne peut pas colorer comme ça en last minute, en fait. C'est pas... en fin de projet, on ne dit pas « Ah non, mais finalement, on aurait bien voulu qu'il soit jaune » et le flacon... c'est pas comme la pâte à gâteau de goutte. C'est ça. T'es obligé de le savoir dès le départ.
Et en fait, si on rajoute notamment ces stabilisants, ces filtres UV, ces antioxydants, c'est que le parfum, c'est quelque chose de vivant. Il y a des tas de molécules qu'on va imbriquer les unes avec les autres. On va leur demander d'être ensemble et de rester toutes calmes. Et si je reprends l'exemple de la soirée où si vous invitez 5 personnes ou si vous en invitez 200, vous aurez un peu plus de bazar dans un cas que dans l'autre, on va pas se mentir. Sauf si vous êtes 5 et que vous êtes vraiment bien motivé. Mais non, disons que plus il y a de monde dans votre flacon, et en général, plus ça va favoriser quand même les interactions. Et en fait, ce qui se trame, c'est qu'on rajoute ces fameux stabilisants pour venir contrer la dégradation du parfum. Mais le parfum se dégradera, quoi qu'il arrive, plus ou moins vite. Parfois, il y en a qui sont très stables pendant des années. Parfois, il y en a qui sont beaucoup moins stables. Ça, c'est vraiment c'est l'aspect de développement technique. Donc, on va venir anticiper, on connaît nos matières, on sait ce qu'on a rajouté dans le flacon, et en venant disposer ces filtres UV et ces antioxydants, ça va venir permettre de retarder la dégradation. Du parfum. En termes de conservation, le parfum, c'est... Je pense que... Je redonne l'exemple de cette bouteille de vin que je trouve toujours bien placée. C'est, vous voulez faire vieillir une bouteille de vin, vous ne laissez pas chez vous à 35 degrés devant une fenêtre en vous disant je vais laisser là à peu près 10 ans et on va voir ce que ça va... Non, les cavistes en sueur. C'est ça, c'est les cavistes en PLS. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment de se dire que quand vous voulez faire vieillir une bouteille de vin dans les bonnes conditions, soit vous avez une cave en sous-sol et les caves un peu voûtées à l'ancienne, ça c'est très cool. Bon, il y en a de moins en moins, on va pas se mentir. Maintenant, c'est plus des caves bétonnées et tout, mais voilà. Sinon, il y a des gens, ils ont des caves de vieillissement, des caves de chambrage, des caves de conservation directement à la maison. Et en fait, c'est une sorte de petit frigo qui est tempéré. Vous pouvez choisir la température, tout ça. Et il y a des conditions aussi en termes de... il y a souvent une sorte de filtre sur la vitre pour venir protéger le contenu des UV, notamment. Donc, le parfum, il a plusieurs... comme le vin, il a pas mal d'ennemis. Et parmi les ennemis, on va avoir les variations de température un peu, vers le chaud, vers le froid. Il n'aime pas trop ça. Il va avoir la lumière, vraiment pire. Éviter pire de mettre son parfum devant la fenêtre. Il va avoir l'air ambiant. En fait, il faut savoir que dans un flacon de parfum, quand vous l'achetez et qu'il est neuf, en fait, il est plein. Mais plus vous allez vaporiser du parfum, en fait, à chaque vaporisation, vous faites sortir du parfum, mais vous faites rentrer de l'air. Donc, en fait, petit à petit, plus le flacon se vide, plus il va y avoir de l'air. Donc, l'espèce de cage d'air qu'il y a au-dessus, ça va venir dégrader le parfum progressivement. Donc, plus il y a d'air au-dessus, moins votre flacon aussi va se conserver. Éviter de secouer le parfum avant de s'en mettre, peut-être. Secouer, ça sert à rien en soi. En soi, ça sert pas à grand chose, mais en secouant, c'est de la chimie. Donc tu vas augmenter l'agitation aussi moléculaire dans ton flacon, donc tu vas venir aussi faciliter la dégradation de tes molécules. Donc secouer, c'est pas utile sur un parfum. C'est utile par exemple si tu as des sérums vraiment plus soin, des sérums biphases, tu vois, où tu as 2 phases, où là tu t'agites, donc ça c'était obligé de le faire. Mais sinon, en général, tu le fais pas, quoi. Mais clairement, donc, dans les ennemis, il y a vraiment les plus évidents, température, lumière et l'air ambiant. Tu vas avoir des choses un peu plus techniques, les variations de pH. Là, on est vraiment dans la chimie. Mais un parfum, il n'y a pas une variabilité folle en termes de pH, mais s'il y a une petite variation, ça va venir accélérer certaines réactions dans ton flacon. Tu vas avoir les traces métalliques. Parfois, tu peux avoir des petites traces de métaux qui subsistent dans le parfum. Alors, parfois, c'est soit apporté par un élément du packaging, et c'est une pollution, soit c'est apporté parfois par tes ingrédients naturels. Parce que parfois, dans certaines huiles essentielles ou certains extraits naturels, tu vas avoir des particules métalliques qui se retrouvent là et c'est ton process qui les apporte. Du type quoi, fer, cuivre ou des choses comme ça qui viennent souvent des alambics ou des choses où parfois ça vient aussi de ta matière en elle-même, de ta plante en tant que telle, tu vois. Donc que ce soit bois, écorce...
Des minéraux, quoi. Voilà, ça peut rester des métaux, ça peut rester à ce niveau-là. Et en fait, si tu les retrouves dans ton huile essentielle, dans ton extrait et dans ton parfum derrière, il suffit de très peu de quantité pour que ça vienne accélérer certaines réactions. Et parfois, ça change de couleur aussi. Et tu te retrouves avec des trucs qui deviennent roses. T'es là, pourquoi ? Bref, et c'est vraiment, c'est assez hallucinant. Et en fait, les meilleures façons de conserver ton parfum, c'est de le laisser à l'abri des variations de température un peu extrêmes, à l'abri de la lumière. Donc souvent on dit la salle de bain c'est pas un bon exemple parce que y a des variations de température. Le fait de prendre des douches, des bains ou autre, en fait il y a quand même il y a de l'humidité, il y a des variations de température qui nous semblent pas folles. Mais il y a des variations de température. Pour le parfum, c'est pas fou. Et surtout, ne laissez pas votre parfum au bord d'une fenêtre. Que ce soit dans votre chambre ou dans une salle de bain, c'est vraiment à l'abri de la lumière dans un placard fermé, tiroir fermé. Frigo, c'est possible aussi. Il y a des petits frigos. Pas le frigo alimentaire. Alors, moi, dans mon cas, c'est bien fermé. Oui, c'est ça. Dans mon cas, là, j'ai plus une trentaine de flacons de parfum à l'heure actuelle chez moi que j'utilise régulièrement. En vrai, j'ai plus de 400 références de parfums à la maison, je crois, 400 ou 500. Mais il y en a une trentaine que j'utilise en ce moment pendant cette saison, en été, printemps-été. Mais en fait, tout stocké à l'abri de la lumière, mais je peux pas les mettre dans mon frigo alimentaire parce que sinon, il n'y a plus de place pour les aliments. Donc, c'est plus cette problématique-là. Il faut aussi se nourrir, quoi. Donc voilà. Mais après, il y a des petits frigos cosmétiques qui existent, qui sont vendus. Voilà, c'est des petits frigos où on peut stocker à une température... je crois que c'est du 14 degrés, des choses comme ça. Donc, c'est largement suffisant. Après, si on n'a pas la place, franchement, le parfum, tant qu'il est dans une armoire, un tiroir, un placard fermé, ça va. C'est plutôt tranquille. Mais c'est vraiment les meilleurs modes de conservation, c'est comme ça, quoi. Ok. Pour venir vite fait un peu côté chimie, j'avais entendu parfois sur certaines molécules, tu changes juste un groupe de position sur... c'est souvent des chaînes carbonées, je suppose. Tu passes de l'ananas à la poubelle, quoi. Non, mais complètement. Ça marche comme ça ? C'est vraiment ça. Tu peux changer des groupes, mais vraiment des groupes ou même juste des atomes, pour te dire. C'est vraiment... c'est même pas au groupe fonctionnel. Ça peut être bien plus subtil comme ça. Parfois, tu peux avoir aussi des ingrédients, des molécules où en fait, c'est juste... Bon, après, je vais pas rentrer dans le détail, mais tu as une notion de ce qu'on appelle la chiralité. C'est des molécules qui sont identiques, enfin qui te semblent identiques, mais en fait on dit que c'est le reflet l'une dans l'autre dans un miroir. Donc c'est un peu comme tes deux mains. Ça veut dire que si tu essaies de les superposer, tu vois que quand même il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu as des molécules, c'est exactement les mêmes en termes donc d'atomes, de composition des atomes. C'est vraiment, tu retrouves les mêmes atomes, le même nombre, etc. C'est juste la position, l'agencement dans l'espace qui va changer. Et ça change d'odeur. C'est fou quand même. Donc en fait, ça veut dire que c'est pour ça aussi quand tu fais de la parfumerie, c'est toujours bien que tu travailles en laboratoire, c'est toujours bien d'avoir fait des études de chimie, de biochimie, de biologie ou autre et de comprendre un peu ça, parce qu'en fait l'impact il n'est pas du tout le même, quoi. Donc c'est pour ça que durant le master et même avant, tu es obligé d'avoir une chimie plutôt générale avant de... mais tu vas avoir des créateurs qui ont des parcours un peu atypiques et qui sont pas du tout passés par ces formations scientifiques, mais c'est pas la majorité, parce que vraiment le côté maîtrise des bases de chimie, pour moi c'est juste élémentaire, quoi. C'est juste quelque chose dont tu as besoin, c'est tes compétences techniques. Tu vois, c'est pas en fait tu sais, c'est un peu, voilà, moi je fais souvent l'analogie avec la cuisine aussi. Moi j'adore cuisiner, je suis contente. Quand je cuisine, c'est un plaisir que je prends. Mais je sais que j'aurai jamais le level de quelqu'un qui est cuisinier dans un restaurant et qui fait des trucs de dingue et qui sait doser. Voilà, en fait, on le voit en pâtisserie essentiellement. On voit qu'à chaque fois que tu vas doser quelque chose, si tu dépasses un peu, tu sais que ton dessert est fichu, quoi. Donc, les feuilletés, les trucs comme ça. C'est exactement ça. Il suffit même les conditions de température. Voilà, c'est un peu un délire. Multifactoriel. C'est ça. Donc vraiment, pour le coup, en parfumerie, tu vas avoir un peu ce truc-là de maîtrise des bases de chimie pour savoir que quand tu vas mélanger certains ingrédients entre eux, tu sais que potentiellement il va se passer quelque chose, ça va se dégrader plus ou moins vite. Donc c'est des choses que tu peux anticiper avec des bases de chimie, quoi. Donc pour en finir sur le développement, donc ton point de départ c'est vraiment créer donc l'odeur. Donc c'est-à-dire tu mélanges tes ingrédients entre eux, tu fais ce qu'on appelle le concentré de parfum.
Ouais. C'est ce concentré que tu vas diluer ensuite dans l'éthanol. Ouais. Ok. Tu as un parfum sur le marché, en général, c'est dilué dans de l'éthanol. Oui. Mhm. Tu vas avoir d'autres ingrédients, tu peux mettre de l'eau, tu peux mettre des solubilisants. Souvent, tu mets des filtres aussi, des filtres UV qui protègent de la lumière, des stabilisants. Parce que ton parfum, comme je disais, c'est quelque chose de pas stable. Ouais. Enfin, plus ou moins instable. Ouais. Et en fait, plus le temps va passer et plus ça va se dégrader. Ok. Mais un peu comme une bouteille de vin, au final, une bouteille de vin, quand tu l'achètes, tu sais qu'au moment où tu l'achètes, si tu l'ouvres, Ouais, ça sera chouette. Mais si tu gardes une deuxième bouteille et que tu la laisses dans ta cave pendant, je sais pas, 10 ans, ce qui se sera passé dans la bouteille, ça sera mystérieux et Ouais. ça sera certainement très différent de ce que tu avais pu déguster 10 ans ouais. auparavant. ouais, c'est plus la même bouteille finalement. C'est plus la même bouteille. Donc voilà. Donc on dilue tout ça dans l'éthanol, on rajoute quelques ingrédients supplémentaires. Donc j'ai parlé d'eau, j'ai parlé de solubilisants, de filtres UV, des antioxydants pour venir protéger la formule. Tu vas avoir aussi des colorants parfois, Ok. parce que parfois tu vois que les flacons de parfum, le jus à l'intérieur est coloré. Ouais. Ça peut être jaune orangé, rouge, bleu, violet, Des fois vert. pailletés. Ouais, parfois il y a des gens qui rajoutent des paillettes aussi, des marques qui rajoutent des paillettes, c'est possible. À partir du moment où tu rajoutes ça, c'est souvent un peu galère. Mais ça se fait. Ouais. Ça se fait complètement. C'est plus que d'un point de vue technique. Ouais, Si tu ça doit sais être la que galère. voilà, tu rajoutes encore plus de monde à déjà beaucoup de monde. Ouais. Donc voilà, je reprends La fête l'exemple sur de... la fête. C'est la fête sur la fête. Tu sais que ça devient le bazar. Ok. Et voilà. Et une fois que tu as fabriqué ton jus, tu le disposes en général dans un joli flacon. Je passe quelques étapes, mais il y a plein d'étapes techniques aussi où tu attends, où tu laisses vieillir. On appelle ça de la maturation, de la macération. Ok. Et tu laisses ton petit flacon, tu le positionnes ensuite dans un joli pack qui va bien. Donc on a le packaging primaire, c'est ce fameux flacon avec le capot, la pompe, toutes les composantes qui sont en contact direct avec le jus. Ouais. Ensuite, tu as le packaging secondaire, c'est l'étui, le fourreau, ça peut prendre la forme de plein de choses. Et après, tu as ce fameux packaging tertiaire qui est, disons, sujet à polémique en ce moment, parce que c'est ce qu'on appelle le cellophanage et le plastique qu'il y a autour Ah ouais, ok. de l'étui. Et en fait, c'est le premier truc qu'on déchire enlève. et qu'on jette. Poubelle directe. Et ouais. d'un point de vue développement durable, on n'y est pas tant que ça. Donc il y a de plus en plus de marques qui le retirent. Ok. Alors après, ça cause des problèmes autres qui sont si c'est abîmé, s'il y a quelqu'un qui laisse une trace dessus, Ouais, si le truc il tombe, enfin voilà, tout est possible. Mais voilà, c'est destiné à protéger quand même le produit. le produit. Du coup, durant ton expérience en recherche et développement, quels ont été les points positifs et plus négatifs que tu as pu trouver ? Alors, je dirais dans le positif, comme on mentionnait tout à l'heure, il y avait vraiment ce truc que je trouve tellement important, c'est d'avoir des projets différents et des interlocuteurs différents. Donc je disais, voilà, il y avait des projets de recherche, il y avait des projets un peu plus appliqués. En termes d'interlocuteurs, je pouvais dialoguer avec des gens très différents, aussi bien des marques que des gens du packaging, que des gens à l'externe qui font de l'extraction végétale. Enfin, vraiment, il y avait des tas d'interlocuteurs très différents et je trouvais ça hyper chouette parce que moi, j'étais junior à l'époque. Je découvrais un peu tout ce monde-là et se retrouver avec, disons, des personnes qui viennent de divers horizons avec des compétences diverses et variées. Je trouve que c'est comme ça que tu te nourris aussi énormément. Et ça, je dirais que c'est un point hyper positif. Dans le négatif, je dirais que là où je ne me suis pas forcément retrouvée, mais après ça c'est très propre à chacun, oui. C'est très personnel, c'est par rapport aux valeurs, à la personnalité, à énormément de choses, mais il y avait certains moments où j'avais besoin que les projets s'activent, où j'avais l'impression j'avais besoin que ça avance. Ouais. Et il y a eu certains moments où j'avais un peu de frustration parce que je trouvais que ça avançait pas suffisamment à mon goût. Mais dans mon référentiel à moi, c'est pas, je dis pas que c'est la faute des autres, ça serait trop facile à chaque fois. Mais je trouve que j'avais un petit peu cette frustration-là. D'être parfois bloqué et d'attendre potentiellement des validations ou autres. Mais quand on travaille dans une grande entreprise, on attend toujours des validations et c'est comme ça, quoi. Donc après, il y a des gens qui acceptent, il y en a d'autres qui acceptent moins. Donc moi, c'était peut-être un point un peu plus névralgique à ce niveau-là, où je me sentais moins moi-même, quoi. Okay. Donc voilà, je dirais que c'est peut-être le point négatif.
Après, honnêtement, c'est un point négatif sans en être un, parce que si on regarde, c'est aussi pour ça que j'ai lancé ma boîte derrière. Oui, il y a forcément, ça a découlé ça découle sur autre chose, ouais, c'est exactement ça. Potentiellement, j'ai utilisé cette expérience-là en me disant, ok, comment je peux essayer de moins avoir ce sentiment-là où je suis dans l'attente. En fait, si je lance ma boîte, la seule attente que je créerai, c'est la mienne, quoi. C'est vraiment, je vais potentiellement me dire, si je prends pas de décision, personne va la prendre à ma place. Ça, c'est un truc au début où j'ai réalisé, je me suis dit, mais attendez, là, s'il faut que je décide, enfin, mais si tu décides pas, en fait, ton boulot, il avance pas. Après, c'est toi qui décides, qui te mets tes propres échéances. Moi, je sais qu'à ce niveau-là, ça m'a fait gagner en flexibilité avec moi-même aussi. Me dire, ok, bon, là, j'ai pas la solution. C'est pas grave. Tout de suite, dans l'immédiat, je l'ai pas. On verra plus tard. Ouais. Donc c'est se laisser le temps. C'est se laisser le temps. Et en fait, souvent, ce temps, il est hyper important parce que c'est une sorte de temps de maturation. Et moi, il y a des moments où ça s'est décanté. Il y a des choses qui se sont décantées d'un coup où je me suis dit, ah ouais, mais il y a 2 mois, j'étais complètement bloquée. Mais en fait, là, tout est nickel. Ça va mieux. Ouais. Et après, je dis 2 mois, parfois c'est une semaine. Parfois, ça dépend. Parfois, c'est la nuit porte conseil. Et la nuit porte beaucoup conseil quand tu travailles seul. Donc, je dirais que sur l'aspect positif, c'était vraiment cette diversité de projets au quotidien. Puis voilà, le fait d'avoir appris énormément aussi des autres, parce que quand on arrive dans une grosse entreprise japonaise avec des sites de recherche implantés partout sur la planète, moi j'ai eu la chance de travailler avec des Japonais aussi, donc c'était hyper enrichissant pour moi à ce niveau-là. Il y avait vraiment l'aspect disons partage d'expérience, ce côté aussi au niveau de la culture. Enfin, on se rend compte que travailler avec d'autres gens à travers la planète, ça change complètement la notion de travail, quoi. Donc tu t'adaptes. Et donc ça, c'était vraiment l'aspect positif. Aspect négatif, je dirais plus, je me sentais dépendre beaucoup de beaucoup de gens, de beaucoup de process. Et en fait, j'étais moins fan de ça. Okay. Donc du coup, comme tu l'as dit, il y a à peu près 2 ans, c'est ça, tu as créé ta propre entreprise. Je vais essayer encore une fois de ne pas écorcher le nom. On y va. Osmanthus Olfaction. Exactement, parfait. C'est ça, tu l'as bien dit. Là, tu es sur un 2 sur 2. Ok, parfait, on va continuer. Et du coup, est-ce que tu peux un peu nous expliquer en quoi elle consiste, comment t'es venue l'idée? Donc je pense que c'est aussi un peu lié avec ce que tu as fait avant. Et puis, voilà. Complètement. Après, je pense que l'idée, j'ai du mal à situer le... Quand, en fait, quand est-ce que j'y ai pensé la première fois? Je sais qu'en master, je pensais déjà à ça. Je me disais déjà, potentiellement, plus tard, je créerai ma boîte. Mais sans savoir ce que j'allais faire. C'était plus un terrain que j'avais envie d'explorer. Mais l'entrepreneuriat, ça me disait bien, en fait. Mais j'avais pas du tout... projeté de me lancer au bout de 3, 4 ans, 10 ans, 15 ans. Vraiment, j'étais pas du tout à ce niveau de réflexion-là. Mais en master, j'y avais déjà pensé. Et ce que j'adorais faire, je me souviens, quand j'étais salariée, c'est un truc que j'avais mis en place, c'était des séances d'olfaction avec mes collègues, donc en interne. Donc en fait, on sentait des ingrédients de parfumerie, on essayait de mettre des mots dessus, vraiment de parler en termes de souvenirs, de sensations. J'essayais de beaucoup aiguiller en disant... ok, là si c'était une couleur, tu dirais quelle couleur, là si c'était une texture, tu dirais quelle texture. Ça doit être un travail quand même cérébral. C'est un travail cérébral, et en fait t'as pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est ça qui est cool. Parce que si quelqu'un dit je sais pas, je fais sentir à l'aveugle, donc je donne aucune indication, je sais pas, une huile essentielle de clou de girofle, admettons. Je prends volontairement quelque chose d'assez clivant. Je dis ok, c'est quelle couleur? Il y a peut-être quelqu'un autour de la table qui va me dire gris, peut-être quelqu'un qui va me dire noir, peut-être quelqu'un qui va me dire orangé, puis qui tire vers le rouge. Enfin, tout est possible. Et en fait, je dis, ok, cool, bravo, c'est génial. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et c'est pas parce que quelqu'un a dit gris et quelqu'un a dit noir que, en fait, je vais pas donner des bons points. C'est pas une mauvaise réponse, quoi, finalement. C'est ça. Donc, j'avais mis ça en place et je m'étais dit, à ce moment-là, j'aimais bien ce côté transmission, ce côté partage, ce côté écoute aussi de l'autre. Et tu vois, on s'enrichit tous en groupe, donc je trouve ça hyper cool. Et voilà, donc je pense que ça, c'était un peu les prémices de la réflexion, même si elle n'était pas aboutie. Et en fait, ce qui a clairement accéléré, je dirais même catalysé, parce qu'on parle de chimie. On est dans le thème. On est dans le thème. Ce qui a catalysé la décision, en fait... alors, c'est pas venu de moi, mais donc je travaillais dans cette entreprise Shiseido. Et en fait...
parfois, tu as le perso aussi qui s'en mêle. Mon conjoint travaillait dans la même boîte. Avec qui on est toujours ensemble. Le même métier ou rien à voir? Pas du tout. Lui, il travaillait en développement packaging. Donc, il développait les packaging de parfums. Ce que je dis souvent, c'est que lui, il travaille sur le contenant et moi, je travaille sur le contenu. C'est joli comme ça. Sympa, ouais. C'est pas belle mal. formulation. C'est vraiment c'est chouette. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et voilà. Donc, en gros, on travaillait dans la même boîte. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une réalité économique dans le monde de l'entreprise. Il y a eu un plan social. Et avec une vague de licenciements. Alors moi, j'en faisais pas partie. Mon poste n'était pas concerné. C'est pas moi, c'est mon poste en fait. C'est dans les plans sociaux en général, c'est pas les gens qui sont virés, c'est les postes qui sont conservés ou non. Et donc moi, mon poste n'était pas concerné, mais le poste de mon conjoint était concerné. Donc il fallait qu'il parte. Donc il est parti. Et en fait, on a pris la décision ensemble de se dire, ok, on part. On était à Orléans, donc lui est parti via ce plan social. Moi, j'ai suivi. Et donc, on est parti s'installer à Lyon. On avait ciblé de base Lyon parce que, pour des raisons personnelles aussi, pas loin de sa famille, relativement accessible aussi de la mienne, puis grande ville. Et déjà, à ce moment-là, je m'étais dit, OK, est-ce que c'est pas le moment, le meilleur concours de circonstances pour monter ma boîte ? Pour se lancer. Se dire qu'on repart sur des bases complètement différentes. Exactement. Et puis tout lancer. C'est ça. Donc, ce qui était plutôt sécurisant à l'époque, c'est que j'ai réussi à avoir le chômage. Je vais pas remercier Pôle emploi ou France Travail ou je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en fait sur ça c'est quand même une aide assez folle au niveau de la création d'entreprise. Si tu sais ce que tu veux faire, ils t'accompagnent quoi. Donc moi j'avais trouvé ça chouette à ce niveau-là, donc j'ai vraiment eu le temps de réfléchir, de faire des formations à la création d'entreprise parce que j'avais besoin de... Moi j'y connaissais rien en fait, créer une boîte... C'est un autre métier, quoi. C'est quand même un délire, en fait. Moi qui étais cantonnée à de la gestion de projet, de mes projets quand j'étais salariée, en fait, là, il fallait que je gère tout. Il n'y a plus que le projet. La compta, l'administratif, la logistique, la communication, l'animation, les prestations, parce que c'est quand même ce qui fait ton cœur de métier. Donc, il y a un peu tout, et tu te retrouves un peu parachuté sur ça. Donc, j'avais besoin un peu de connaître tous ces jalons. Et alors, tu peux pas tout maîtriser quand tu crées ta boîte, et ça serait mentir de dire que tout est gérable. Tu as tellement d'impondérables et tellement d'imprévus. Tu es obligé de faire appel à quelqu'un qui s'y connaît dans un certain milieu où tu t'en sors moins bien. Exactement. Donc derrière, j'ai fait plusieurs formations à la création d'entreprise pour structurer mon projet. Et en fait, je l'ai structuré autour de 3 axes. Osmanthus Olfaction, le premier axe, c'est de la formation. La formation, donc... essentiellement professionnel, donc aller voir des entreprises et aider les personnes de ces entreprises à découvrir comment on parle en termes d'odeur, comment on décrit les odeurs. Ce qu'on décrit sur la source ou C'est exactement ce qu'on disait aussi. On disait un peu en off tout à l'heure. Tu peux parler en souvenir, tu vois, tout à l'heure je te disais, moi je me souviens quand je partais avec ma sœur et qu'on allait dans l'arrière-pays de Perpignan et qu'on mangeait des murs et tout ça, mais ça c'est mon souvenir, tu vois. Il n'est pas forcément partagé par tout le monde. Quoi. On en parle à tous les deux, mais j'imagine que vous avez des images qui sont radicalement différentes de clairement, ce souvenir-là aussi, quoi. Et vous l'associez peut-être à des vécus qui sont très personnels aussi, donc c'est à ce niveau-là, on a tous un langage, mais qui nous est propre. Et en fait, au niveau de l'olfactif, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on essaie de standardiser un peu plus le langage. C'est pas moi du tout qui ai inventé ça, loin de là. Il y a des spécialistes qui l'ont fait bien plus tôt que moi, qui ont réussi à développer des méthodes pour apprendre à décrire les odeurs. Moi, je viens après, en fait. Je suis pas du tout initiatrice de ça. Donc, ça serait complètement mentir. Mais l'idée, c'est d'avoir un langage un peu plus accessible et d'enseigner ce langage-là pour que tout le monde se comprenne. Donc dans des laboratoires typiquement de chimie, des arômes, des parfums ou autres, ce langage, c'est bien qu'il soit universel parce que comme ça, les gens peuvent se comprendre entre eux. Donc l'idée, c'est d'enseigner une méthodologie que j'ai mise au point à ces personnes qui en auraient besoin dans leur quotidien. Donc ça, c'est l'aspect vraiment formation. À côté de ça, j'ai une branche plus enseignement. Où dans l'enseignement, ça va ça regroupe vraiment un peu tous les âges parce que je fais des ateliers de découverte olfactive pour des enfants en maternelle. Sympa. Donc voilà, dès 5 ans. Alors, c'est tellement drôle d'ailleurs, mais ils ont une spontanéité que nous, on a moins en étant adultes, donc on a un peu plus honte de parler de ça part direct, ça pue, ça sent bon, je pense. Par exemple, la question que je pose en début
d'animation en général, que ce soit pour les enfants ou les adultes, c'est quoi ton odeur préférée, c'est quoi ton odeur détestée. Les enfants, tu leur dis ça, c'est le pipi, le caca, le vomi, donc tu dois bien leur dire au départ, dans cette question-là, vous n'avez pas le droit de dire caca, pipi et compagnie. Ouais. Donc, mais en fait, s'ils le disent, c'est tellement drôle et tellement spontané. Et moi, je suis obligée de rire et je rigole encore à caca, pipi. Donc, franchement, voilà, c'est une catastrophe. Mais ouais, à ce niveau-là, on apprend énormément des plus jeunes. Et j'enseigne jusqu'au bac plus 5, quoi. Bac plus 6 même, parce qu'il y a des masters. Et l'idée, c'est vraiment de proposer des programmes à façon, en fonction des besoins des étudiants. Donc c'est très large parce que j'interviens dans des écoles, par exemple supérieures, des écoles de marketing du luxe, des écoles de commerce, écoles d'ingénieurs aussi, écoles d'esthétique. Donc ça peut être très diversifié et ça m'oblige aussi à chaque fois à adapter le discours en fonction des profils des étudiants pour pas avoir quelque chose de redondant pour eux en fait. Et surtout quelque chose qui leur serve et qui les éveille pour leur métier plus tard. Donc voilà, donc il y a cette branche formation, cette branche enseignement, et la dernière c'est de l'animation, où l'idée c'est d'animer des ateliers autour de thématiques qui ont pour dénominateur commun l'odorat ou le goût. Beaucoup de choses quand même du coup. Beaucoup de choses. Donc vraiment de mon côté j'ai développé une sorte de blind test, enfin j'appelle ça le blind test sensoriel. C'est des olympiades autour de l'odorat et du goût qu'on réalise en entreprise ou pour un EVJF, un EVG, voilà, ça peut être des tas d'animations. Et l'idée, c'est vraiment de venir mettre un peu son nez et son palais à profit au travers d'une compétition face à d'autres gens. Voilà. Ça se passe comment, par exemple? Alors, ça se représente comment? Il y a des odeurs que tu vas analyser à l'aveugle, tu n'as aucune indication. Il y a des choses que tu vas goûter à l'aveugle, tu n'as aucune indication. Et ta seule aide, c'est vraiment toi, ton cerveau, tes souvenirs, ton vécu, ton émotionnel. Ah ouais, ça doit être spontané. Du coup. Ouais, hyper spontané. Bon, je le fais en groupe, c'est pas chacun de son côté. Parce qu'en plus, comme ça, quand tu le fais en groupe, tu as vraiment ce truc de cohésion en plus, où tu vas écouter les autres, tu vas te dire « Ah ouais, je vois trop ce que tu veux dire, en fait, j'avais pas pensé à ça. » Ah ouais, vas-y, on met ça. Donc en fait, tu as vraiment ce truc d'échange beaucoup plus. Donc c'est pour ça qu'en team building, ça passe hyper bien pour des entreprises parce que tu apprends sur les autres, mais d'une façon, enfin, tu les connais pas du tout sur ce sujet-là. En général, tes collègues. Tes collègues, tu les connais au travers du quotidien, des missions, des projets, peut-être un peu plus personnellement parce que tu sais s'ils ont des enfants, ce qu'ils ont comme hobby et compagnie. Mais sur ça, tu les as jamais découverts. Ouais, c'est un peu plus révélateur peut-être aussi de l'environnement dans lequel ils ont évolué, que ce soit dans l'enfance ou etc. C'est exactement ça. Donc je trouve que cette animation-là, elle est top. Après, j'ai du mal à pas me vendre aussi, mais voilà, mais c'est quand même, je trouve que c'est plutôt chouette. Non, mais c'est sûr que ça doit être et derrière, j'ai développé d'autres prestations, mais pas toute seule pour le coup, où je travaille avec des copains qui sont plus spécialisés dans d'autres domaines, mais connectés à l'odorat quand même, qui travaillent dans le vin ou dans la bière ou les spiritueux. Et donc on a développé un atelier parfum et bière, parfum et gin, et parfum et vin. Voilà. Ça doit être. Donc le parfum et vin, c'est avec un copain qui s'appelle Romain, qui anime une structure de formation à l'œnologie qui s'appelle On Veille au Grain, qui est sur Lyon. Et parfum et gin et parfum et bière, c'est avec une copine qui est pareil, qui a une structure qui s'appelle Agence Substance et qui forme les gens à la zytologie, donc à la bière. Ok, sympa. À la fabrication de la bière. Ouais, ça doit être intéressant quand même. Donc l'idée, c'est de déguster des produits peut-être qu'on connaît moins. Le gin, c'est quelque chose qu'on connaît pas forcément hyper bien. Le vin, c'est quelque chose qu'on va consommer aussi régulièrement, mais prendre le temps de s'arrêter, se dire ok, qu'est-ce qu'il y a dans mon verre de vin, qu'est-ce que je sens, est-ce que c'est simple, est-ce que c'est complexe, est-ce qu'il y a une longueur en bouche qui fait que je le sens hyper longtemps, est-ce que enfin tout ça, c'est des questions qu'on se pose, et derrière on peut faire des parallèles avec l'univers du parfum aussi. Ah ouais, ça doit être plus compliqué à faire en tant que personne qui n'est pas du milieu. Moi, je bois un vin, c'est un vin, quoi. Ouais, non, mais c'est ça, mais c'est drôle, justement, tu vois. Moi, j'étais comme ça avant aussi. Bon, maintenant j'ai grandi ou vieilli, ou je sais pas comment dire. J'ai évolué, on va le dire, d'une façon plus poétique. Mais ouais, maintenant quand je déguste un vin, je vais beaucoup plus faire attention à l'équilibre, à la structure, à sa complexité. Bien sûr, ça plaît pas, c'est hyper important. Si ça plaît pas, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais si tu sais pourquoi ça te plaît pas,
ça te permet ensuite d'aller voir le caviste et lui dire j'ai goûté ça la dernière fois, j'ai pas du tout aimé, est-ce que vous pouvez me proposer quelque chose de différent? Donc en fait, savoir ce que t'aimes pas, c'est déjà un point d'entrée, même pour le parfum. Quand tu vas chez Sephora, par exemple, enfin, je mentionne beaucoup ce distributeur, mais j'ai pas du tout de placement de produits ou quoi que ce soit, ça aurait pu être un autre. Pas sponsor par Sephora non plus, donc... Mais quand tu rentres dans une boutique de parfum en général, tu peux être conseillé, tu peux demander au personnel de vente des conseils, mais si tu dis juste moi j'adore le floral, en fait c'est un peu galère, tu vois. C'est comme si tu disais j'adore le rouge, tu vois. Enfin, en vin, il y a des nuances en fait il y a des nuances folles. Donc si tu dis j'aime bien le floral, mais en fait, dans ce que je préfère, c'est tout ce qui est floral fruité. Et la dernière fois, j'ai porté ce parfum, mais il y avait un petit côté gourmand que j'ai bien aimé. Là, en fait, la personne que tu as en face, elle va te dire ah, ok, je vois à peu près. Vous m'avez parlé de floral, de fruité, vous m'avez parlé de gourmand. Ok, je vais vous orienter vers quelque chose de peut-être un peu plus régressif. Donc, en fait, ça donne plus d'indications parce que floral, c'est une grande catégorie. Donc, j'aime les fleurs, il y en a beaucoup. C'est un peu ça, tu vois. Voilà, j'ai fait exprès, mais j'ai pris la catégorie des fleurs, qui est une catégorie hyper complexe variée, aussi. Mais voilà, donc je pense que c'est un langage. On a un peu peur au départ parce qu'on se dit que c'est accessible seulement à une élite et en fait, on se sent pas concerné. Mais alors qu'en fait, on peut s'exprimer en termes très simples et ne serait-ce que savoir ce qu'il y a dans vos parfums, quelles sont les notes principales, ce que ça vous évoque, ce que ça raconte aussi comme histoire, dans quelles conditions vous allez le porter. Est-ce que vous recherchez plutôt un parfum, je sais pas, pour le matin partir classique un peu tous les jours, voilà, pour aller à l'école, super. Mais si vous cherchez un parfum plutôt pour marquer le coup en soirée, vous dire que c'est le parfum que vous souhaiteriez utiliser pour des mariages, pour je sais pas, des remises de diplômes, enfin des choses, des événements beaucoup plus marquants et exceptionnels, en fait vous n'allez pas porter le même parfum. Évidemment. Suivant aussi pour qui vous allez le porter, parce que le parfum on le porte pour soi, c'est une chose, mais parfois il y a aussi cette notion de séduction, c'est dire clairement. Que en fait, moi je sais qu'il y a des parfums que je porte à la maison, que moi c'est un bazar pas possible, mais il y a des parfums que je porte et le matin, ça me booste en fait, vraiment en termes de, par exemple, si je rencontre un client potentiel ou si je vais donner un cours dans une école où je suis jamais allée jusqu'à présent, où j'ai besoin de ce petit supplément de confiance pour me dire ok, je connais pas, je suis dans un environnement que je connais pas tant pour le moment, en fait, je vais mettre un parfum qui m'ancre en fait. Il y a un côté ancrage. C'est ça. C'est un peu comme les petits quand ils ramènent leur doudou de la maison et qu'ils vont dans un autre endroit. C'est un petit coup de nez sur le doudou pour se rappeler la maison, même moi, quand on est loin. C'est exactement ce que tu dis. Moi, il y a vraiment ce truc. Bon, là, c'est pas le cas en ce moment parce qu'on est en plein été. Enfin, on y est quoi. Là, on y est bien. Là, on y est bien. Mais tu vois, par exemple, un truc que j'adore faire en hiver, c'est tu pars, tu te mets du parfum. Alors, j'en mets pas partout non plus, mais tu vois, tu te mets du parfum et tu mets ta grosse écharpe après et tu pars. Et là, tu sais, tu sens ta petite écharpe, ton écharpe, tu te dis, ok, mon parfum, il est là, il m'accompagne, il est là toute la journée. Le soir, tu as fini ta journée, tu remets ton écharpe, le parfum, petit cocon, il est encore là. Tu vois, il y a une sorte d'ancrage qui est hyper rassurant à mon sens. C'est pas quelque chose de palpable, encore une fois, on parlait d'invisible tout à l'heure, mais il y a quand même quelque chose de très inconscient où tu sais que ça va te rassurer et tu as besoin de ça, quoi. Justement, tu disais que tu mettais du parfum pour certaines occasions, etc. Juste, je pensais à l'application. Par exemple, tu conseillerais où d'appliquer ton parfum, par exemple, pour qu'il dure le plus longtemps ou quoi? Non, mais c'est vrai. C'est une super bonne question. Parce qu'il y en a qui ils en mettent de partout, il y en a qui en mettent, faut les points chauds, etc. Franchement, c'est une excellente question. J'ai des pistes de réponse, bien entendu, mais souvent, les gens, ils s'appliquent le parfum sur la peau. Moi, ce que je trouve chouette en termes de tenue du parfum, c'est sur les vêtements. Parce qu'en fait, tu sais que... Alors, sur la peau, déjà, on dit souvent, oui, mais ça va tourner, il y a le pH de la peau, etc. Mais en fait, le parfum, il tourne potentiellement naturellement, dans tous les cas. Mais en fait, c'est pas à cause du pH. Ça va être à cause de tellement de facteurs différents. Il y a le pH de la peau, mais bon, c'est pas que ça. Tu vas avoir l'âge, tu vas avoir la topographie de la peau, suivant si c'est plus ou moins creusé. Tu vas avoir le sexe, tu vas avoir ce que tu as mangé, les régimes alimentaires. Est-ce que tu prends des médicaments? Est-ce que tu fumes? Est-ce que tu bois de l'alcool? Tu vas avoir la température extérieure, le taux d'humidité. En fait,
Il y a plein de facteurs. Il y a plein de facteurs, c'est pas que le pH. Mais le parfum, en général, sur la peau, il va avoir une odeur différente suivant les personnes qui le portent aussi. Ouais, donc, les personnes qui disent « oui, ce parfum, il tourne sur ma peau », oui, vous n'aimez pas et ça changera pas, en fait. Ouais. Portez-le sur les vêtements si vous voulez vraiment pas avoir ce côté « ça tourne sur ma peau ». Parce que les vêtements, c'est un support inerte, en fait. Ouais. Enfin, inerte. Il y aura toujours une petite odeur... voilà, la fibre textile, il y aura l'odeur de la lessive, il y aura ce genre d'odeur, mais ça reste quand même plus inerte que la peau. Et en fait, moi, j'aurais tendance à plus dire de le porter sur les vêtements pour que ça tienne plus longtemps. Okay. Sur les cheveux, ça tient aussi hyper longtemps. Après, vous parfumez. Il y a des produits spécifiques pour les cheveux qui sont des brumes cheveux qui sont peut-être moins chargés. Enfin, c'est moins chargé en éthanol, donc ça va moins aussi agresser la fibre et le cheveu et le cuir chevelu. Donc voilà, il y a des formules disponibles expressément pour ça. Okay. Après, moi, vraiment, là où je l'applique, ça dépend du moment de la journée, ça dépend de la température. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai pas mis de parfum, il fait 35 degrés dehors. Je voulais pas m'infliger ça. Mais en fait, sinon, en général, je vais plus l'appliquer au creux des poignets. Ok. Je trouve qu'il y a un côté, en plus, vous le voyez, mais je parle beaucoup avec les mains. Et donc, en fait, ça... Du coup, ça va réactiver le parfum, ça va permettre sa diffusion aussi. Donc, je trouve ça hyper chouette. J'adore aussi le petit pchit de parfum juste au niveau de la nuque là, entre les cheveux et la peau. Je trouve ça trop chouette. Même sur une bise peut-être, ça peut se sentir. Y a un peu, puis le fait de tourner la tête, tout ça réactive aussi. Je sais qu'il y a des gens qui en mettent derrière les genoux. Ouais, j'avais entendu, mais parce qu'ils disent c'est points chauds, tout ce qui est en fait, articulation, etc. Ouais. Moi, je mets jamais derrière les genoux, mais je sais qu'il y a des gens qui peuvent faire. Mais après, c'est propre à chacun. C'est sa façon c'est le rituel. C'est un peu comme quand tu vas... je sais pas, faire un petit rituel de soins, te dire ok, ce soir je vais me nettoyer le visage, je vais me mettre un sérum, je vais mettre une crème, etc. Chacun a son petit rituel. Parfois tu as des gens, ils vont juste le rincer le visage, ils vont aller se coucher, voilà. Mais c'est chacun son rituel. Le parfum, c'est un peu la même. C'est voilà, la façon dont tu vas t'habiller aussi le matin, suivant ok, est-ce que tu mets tes chaussettes avant de mettre ton pantalon ou après, tu vois, c'est un peu ce genre de truc. En fait, c'est vraiment on est voilà. Après, moi je sais pas comment. Enfin, je vais pas demander ça aux gens. Je trouve que là, pour le coup, c'est hyper intime. Puis en plus, en vrai, c'est pas très important. Ça n'a aucune valeur ajoutée. Tant qu'on sort habillé après, c'est cool. Mais c'est mieux même. Mais voilà, mais c'est juste que derrière, je pense que c'est propre à chacun ce rituel-là. Donc, pas forcément de bonnes réponses, encore une fois. Il n'y a pas forcément de bonnes réponses. Voilà. Moi, les points d'application, je trouve que les poignets, c'est chouette. La nuque, c'est chouette. Et souvent, les vêtements. Je parfume plus les vêtements. Je parlais de l'écharpe tout à l'heure. Mettre un petit spray Est-ce qu'au contraire, il y a des parties, par contre, vraiment à éviter? Je pense évidemment aux yeux, par exemple. Il y a de l'éthanol, quoi. On va pas s'amuser à se parfumer les yeux. J'ai jamais vu quelqu'un se parfumer les yeux. En général, tu te parfumes pas le visage. Ouais, visage, éviter. Ouais, et éviter, j'aurais pas... Pour moi, il n'y a pas vraiment d'endroit à éviter. Après, tu vois, il y a des endroits qui sont un peu plus curieux. Il y a des endroits que tu vas pas parfumer instinctivement. Tu parlais du visage. Pour moi, il y a de l'éthanol. Donc, tu vas éviter les zones un peu sensibles où tes muqueuses, elles sont un peu plus sensibles aussi, tu vois. Donc, je pense que ça n'a pas réellement de sens de se parfumer à certains endroits, tu vois. Après, honnêtement, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Et par parfum, en fait, nous, on entend beaucoup je parlais du parfum tout à l'heure, du développement de parfum. J'ai beaucoup axé sur ce qu'on appelle la parfumerie alcoolique, c'est-à-dire le parfum, le concentré qu'on va diluer dans de l'éthanol, qu'on va mettre en flacon et ensuite qu'on va venir vaporiser sur la peau. Mais des gestuels parfums, il y en a énormément. Donc en fait, tu peux avoir des parfums aussi sur base huile, sur des bases aqueuses. Tu vas avoir des brumes plus ou moins diffuses qui vont te permettre de te parfumer tout le corps. Tu vas avoir des huiles aussi qui vont permettre de vraiment prendre soin en plus de ta peau. Il y a un côté nourrissant qui est hyper chouette. Mais ça va, en fait, la gestuelle que tu vas utiliser, que tu vas employer, ça va, disons que ça va modifier aussi la diffusion de ton parfum. Donc, une huile, quand tu vas l'appliquer sur la peau, une huile parfumée, en fait, ça va avoir tendance à tenir hyper longtemps parce qu'une huile, c'est quelque chose de gras, c'est quelque chose qui va maintenir le parfum à la surface de la peau, alors que ton éthanol, ton alcool, c'est hyper volatile. Donc, ça va avoir tendance à se volatiliser et à embarquer avec toutes les molécules odorantes, les molécules volatiles
qui vont se disperser rapidement dans l'air. Alors que l'huile, tu vas avoir le parfum beaucoup plus longtemps. Quoi. Ouais, j'avais entendu des personnes aussi qui mettaient un peu des sortes de crème hydratante et aussi après le parfum avec, et ça tenait beaucoup plus longtemps. À partir du moment où tu as une peau nourrie, bien hydratée, en fait, le parfum tiendra plus longtemps. Ouais. Comment tu as fait un peu pour te faire connaître, par exemple, auprès des premières entreprises chez qui tu es allé ou même dans les écoles, etc. Comment tu as pu un peu prendre ta place, on va dire, Je rajouterais surtout sur quelque chose qu'on va dire qui est invisible et qu'au travers, par exemple, des réseaux sociaux, on ne peut pas retransmettre un parfum, une odeur, un truc qui est quand même propre à chacun. Alors là, il y a un sacré sujet qui est celui de la vente du parfum en ligne aussi. Enfin, c'est un sujet, le e-commerce sur la parfumerie, c'est quand même hyper compliqué de raconter des histoires, de retranscrire les odeurs visuellement, par exemple d'un point de vue auditif aussi. Enfin, c'est quand même hyper galère. Donc moi, à ce niveau-là, alors déjà, en termes de communication, je suis une très mauvaise communicante. C'est vrai que c'est chacun son domaine et à l'origine, je suis quand même chimiste. Donc, je dis pas que les chimistes communiquent pas bien, ça serait mentir et je veux surtout pas me mettre à dos les chimistes. Mais c'est juste que c'est un métier. Je trouve que c'est hyper dur la com. Et sur ça, j'ai essayé de faire un peu comme tout le monde, très honnêtement. C'est-à-dire, je me suis créé un Instagram. Je me suis créé un LinkedIn, des pages pro. Moi, mon gros souci, c'est que je suis plus une stalkeuse. Donc, je vais plus passer du temps à chercher des choses, à regarder les stories, regarder les publications et tout, mais dans un but de me nourrir aussi. Mais en fait, alimenter ça, je sais pas très bien faire. Ouais. Donc, moi, quand je crée une story, en général, il faut que mes neurones se connectent et ça prend un peu de temps. C'est pas du tout quelque chose d'instinctif. Ouais. Donc, à ce niveau-là, j'ai quand même appris énormément de choses. J'ai quelques amis autour de moi. Je pense à une super copine sur Paris qui travaille aussi dans la parfumerie, qui est community manager pour une marque de parfum. Elle m'a donné des tips quand même et j'ai regardé un peu comment elle travaillait sur les réseaux. Ça m'a pas mal aidé en fait, ça inspire aussi. Et je sais qu'elle est là si jamais j'ai un problème ou quoi que ce soit. Donc voilà. Mais c'est pas par les réseaux sociaux que j'ai eu les premières opportunités. Les premières opportunités, elles sont arrivées. Alors, il y a eu du bouche à oreille. Beaucoup. Honnêtement, c'est ça qui m'a pas mal aidé. Notamment, un de mes premiers clients officiels, c'était Clarence. Ce qui, franchement, est très chouette. Très bien. Donc, j'étais pas peu fière. Pour le coup, je me suis dit, tout est possible maintenant. Au-dessus le soleil, mais j'étais hyper contente de ça, mais c'est vrai que pour le coup c'était plus du bouche à oreille et c'était via le réseau de mon master. Donc pour le coup ça aide aussi pas mal. Tous les gens que vous pouvez rencontrer pendant les études, c'est votre réseau, hein, c'est le premier réseau. On n'a pas l'impression, mais c'est des gens que vous allez retrouver plus tard quoi qu'il arrive. Donc même au bout de 10, 15 ans, 20 ans, potentiellement vous allez recroiser leur chemin. Et voilà, donc là c'est ce qui m'est arrivé, donc c'était plutôt cool. Et après, si je regarde un peu plus, sinon j'ai fait beaucoup de prospection sur les écoles supérieures notamment. Là pour le coup, j'avais vraiment mis le paquet sur la prise de contact, la relance. C'était beaucoup par mail, du démarchage mail. Et je pense que j'ai eu pas mal de chance. Parce que souvent c'est arrivé à des bons moments, il y avait une sorte de synchronisation avec notamment des responsables pédagogiques ou des directeurs d'établissement qui me disaient ah ouais ça oui pourquoi pas. Et donc en fait derrière ça découlait sur des commandes ça allait de 4 heures pour un mini module à ça pouvait monter jusqu'à une vingtaine d'heures pour des modules un peu plus conséquents. Après je fais pas des modules de cours, je fais pas du 100 heures quoi. Mais c'est vraiment c'est assez variable à ce niveau-là et donc en fait c'est venu s'étoffer. Donc c'est vrai que cette année là si je regarde l'année scolaire en cours là qui va bientôt se terminer, enfin universitaire, j'ai eu 10 écoles je crois auprès desquelles je suis intervenue. Et très diverses, comme je disais tout à l'heure, vraiment commerce, ingénieur, esthétique, enfin hyper diversifié. Et du coup, ça représentait, je crois, j'avais fait une estimation, mais c'était quasi entre 300 et 400 étudiants, je crois. Ce qui fait quand plus même, vers 400, mais ouais. Quand même un sacré paquet d'élèves quand même. Ce qui était vraiment costaud. Donc en fait, j'avais pas du tout conscience de ça et quand j'ai compté, je me suis dit ah ouais c'est fou et tout donc trop bien. Mais voilà donc c'est vrai que ça m'a pas mal aidé à ce niveau-là, mais c'est une prospection que j'ai faite et que
et que j'ai commencé au tout début, c'était en 2023. Ok. Et après, au final, quand on m'a dit ah oui, pourquoi pas, rapidement, je me suis dit, oh là, ça devient sérieux. Donc voilà, donc j'étais prête. C'était Et, bon signe du coup pour le lancement. Ouais. C'était vraiment hyper chouette. Ouais, tant mieux. Du coup, pour continuer un peu sur ton entreprise, quels sont un peu tes objectifs là, on va dire dans les prochaines années comment tu vois la chose finalement? Alors, j'ai conscience que c'est hyper galère au début, déjà de trouver des clients, de trouver des opportunités, de faire en sorte que ces clients commandent et recommandent aussi derrière. Donc déjà là, je suis plutôt contente à ce niveau-là parce qu'il y avait un des objectifs, c'était entre 2 années scolaires universitaires, c'était de me dire d'avoir une nouvelle commande pour l'année d'après. Et là, c'est ce qui arrive. Donc en 2023, j'ai eu ça, 2024, j'ai eu ça. Et là, un peu plus compliqué, mais je vais l'avoir aussi sur l'année à venir. Mais en tout cas, je vois qu'il y a vraiment ce truc de récurrence qui me rassure aussi. Parce que ça veut dire que financièrement, il se passe quand même quelque chose. Ça veut dire que l'argent rentre. Au-delà de sortir, l'argent rentre aussi. Plutôt rassurant. C'est cool. Voilà ce que j'ai fait aussi là récemment. Alors, c'est sur la partie formation professionnelle. Moi, ma société est considérée comme un organisme de formation. Mais en fait, quand on propose de la formation, on peut aller plus loin et se faire certifier. Et en France, on a ce qu'on appelle un référentiel national de la qualité, le RNQ pour les intimes, qui est le référentiel Calliope. La plupart des écoles en fait, supérieures, les écoles supérieures sont certifiées Calliope. C'est, disons, une certification qui est limite indispensable quand on propose de la formation et qu'on veut répondre à des critères de qualité. Et il y a des organismes de formation qui passent la certification, il y en a d'autres qui la passent pas. C'est pas obligatoire. Moi, ça me semble indispensable, mais c'est pas obligatoire. Légalement, on n'est pas obligé de la passer. Et en fait, moi, je suis en train de voir pour me faire certifier. C'est mon objectif, là, du mois. Sachant que j'ai passé le premier audit cette semaine. Alors, je n'ai pas eu officiellement la certification parce que j'ai des petits détails à régler. Mais ce qui est chouette, c'est que c'est des petits détails qui sont rapidement solvables en fait. Donc, d'ici la semaine prochaine, je pense qu'on sera bon. Je le souhaite. Donc, et peut-être que j'aurai ce petit label qui me permettrait en fait de gagner en crédibilité, en visibilité aussi, exactement. Surtout. Et parce qu'il y a vraiment, c'est un référentiel qui est, disons, qui est hyper sérieux. En même temps, la qualité, il n'y a rien de plus sérieux, j'ai envie de dire. Mais moi, ça va me permettre vraiment de gagner aussi en opportunités professionnelles parce que ça veut dire que je vais dispenser des programmes de formation qui respectent ce référentiel-là et ça rassure vachement les entreprises aussi. Donc voilà, moi, il y avait cet objectif sur 2025 qui est quasiment, disons, concrétisé. On va cocher probablement la semaine prochaine, ce que je trouve très très cool. Et voilà, donc ça c'est vraiment à court terme. Disons à long terme, moi ce que j'aimerais bien, c'est quand même en fait, je suis pas toute seule dans la balance, dans le sens où quand on lance un projet d'entreprise, on a beau travailler seul, mais en fait, il y a toujours des gens qui sont impactés à côté. Donc moi, j'ai quand même mon conjoint à côté, qui est mon meilleur conseiller et mon meilleur ambassadeur aussi au passage. Mais c'est vrai que pour le coup, il y a une réalité financière derrière tout ça qui fait que à la maison, avant, on avait 2 salaires. Maintenant, on a un salaire. Donc moi, mon objectif aussi, c'est de me payer à un moment. Ce que je ne fais pas à l'heure actuelle, je suis très transparente avec vous. Je ne le fais pas à l'heure actuelle, mais ça serait mon objectif pour l'année prochaine. On te le souhaite aussi. Voilà. Même un tout petit salaire, ça fait plaisir. Mais après, c'est à moi de décider aussi en tant que gérante. Mais c'est vrai que c'est le plus compliqué, il est là en fait. C'est trouver le bon équilibre aussi. C'est ça. Donc là, l'entreprise est à l'heure actuelle, je suis pas dans le rouge ou quoi que ce soit. Et ça, c'est hyper chouette aussi. C'est de se dire que y a de la trésor, il y a de quoi aussi anticiper sur l'avenir. Et donc ça, c'est très très cool. Si jamais j'ai un souci, je peux l'absorber assez facilement. Mais derrière, c'est sûr que à un moment donné, on a envie qu'il y ait un peu d'argent qui sorte. Quand même en vivre décemment. C'est vraiment l'objectif. Si au bout d'un moment, j'arrive pas à en vivre, il y a une réalité une question qui se pose aussi, c'est de se dire, est-ce que je fais ça, je persiste pendant 10 ans, mais en ayant un impact aussi sur la vie perso. Ça, c'est des choses à discuter, en fait. Et c'est pas que moi, pour le coup. La décision, je la prendrai seule, mais c'est pas que moi qui suis impliquée.
Quelle qualité tu as pu utiliser, par exemple, dans ton premier poste en recherche et développement et que là, tu peux remettre à contribution dans la création de ton entreprise? Est-ce qu'il y a un peu des points de similitude que tu as dû utiliser dans les grosses expériences que tu as pu avoir? Je dirais, c'est un peu entre deux, ça oscille entre deux, mais c'est des traits de caractère aussi, mais je dirais persévérance et résilience. Où en fait, pour le coup, moi j'essaie de m'accrocher. En fait, alors bon, si ça marche pas à un moment donné, il y a un moment, Oui. tu te dis, ok, ça Le bloque, réalisme. c'est pas le moment, ou peut-être que c'est pas possible tout court. Mais il y a vraiment ce truc de persévérance, se dire que c'est pas parce que tu vois, par exemple, dans le boulot salarié que je pouvais avoir, c'est pas parce que c'est non à ce moment-là que ça le sera dans 1 an, dans 2 ans ou dans 10 ans. Ouais. Parfois, il y a des choses que tu ne contrôles pas. C'est des histoires de synchronisation. Et en fait, il ne faut pas non plus se décourager ou abandonner une idée et se dire tout est fichu et j'ai fait tout ce travail pour rien. Avant, je pouvais avoir un peu ce truc-là de me dire ah mince, c'est tout ce qu'on a fait, ça va pas servir. Non, si, ça sert toujours. Ne serait-ce qu'à toi, ton équipe, suivant les enseignements que tu en tires, te dire est-ce que y a peut-être des choses que tu as mal faites, que tu aurais dû faire autrement. Tu as vraiment ce truc de persévérance, de résilience, de tester. Ouais. Et ça, je le retrouve vachement dans ce que je fais à l'heure actuelle. Mais je pense que c'est un enseignement, ça, de quand j'étais salariée, c'est vraiment le côté innovation. Quand on travaille dans l'innovation, il n'y a pas d'échec, en fait. Oui, bien sûr, on va te noter parce que c'est bien d'avoir un taux de transformation quand même sur ce sur quoi tu travailles, te dire que tu vas le transformer à un moment donné parce qu'à un moment, il y a une réalité économique. Donc, c'est quand même cool que le travail que tu fournis, on te paye pour ça et en fait qu'il y a un moment où ça sorte et que derrière ça soit rémunérateur aussi pour l'entreprise pour laquelle tu bosses. Mais il y a vraiment ce truc de te dire ok, il n'y a pas d'échec en fait, c'est juste du test, c'est itératif. Tu vas tester autrement, tu vas te rendre compte que c'était pas la bonne direction, c'était pas les bons interlocuteurs, c'était pas la bonne manière de faire, pas le bon process, tout est possible en fait. Et en fait ça, dans mon boulot à l'heure actuelle, je me rends compte aussi qu'il y a des moments où je fais peut-être pas forcément de la bonne façon, qu'en remettant en question certaines choses, peut-être que ça va le faire ou peut-être que non. Et en fait, il y a vraiment ce truc de résilience, d'accepter, de t'adapter aussi, et d'avoir cette flexibilité, mais limite cérébrale en fait, de te dire ok, c'est pas grave, ça passe pas, on va pas forcer, tant pis. Donc voilà. Je dirais ça, c'est vraiment ce que j'ai retrouvé entre les deux expériences. Donc on en a parlé aussi un peu, comme quoi tu interviens dans les écoles, etc. Qu'est-ce que, par exemple, avec ces interventions, tu souhaites transmettre aux élèves à travers le domaine de l'olfactif? Peut-être les avertir sur certains dangers, je suppose, ou des choses comme ça. Alors, il y a surtout cette notion d'éveil sensoriel, en fait, où je trouve c'est un peu un sujet. Alors, je veux pas avoir un discours militant, c'est pas du tout l'objectif, mais je trouve que l'odorat, c'est quelque chose qui n'est pas du tout enseigné à l'heure actuelle. Mais dans mon parcours, oui, parce que je suis passée par un master de chimie spécialisé dans les arômes et les parfums. Mais je veux dire, en général, c'est pas du tout enseigné. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'école, quand vous êtes tout petit, vous allez avoir de la musique, vous allez avoir des arts plastiques. Vous apprenez à peindre, parfois vous faites de la poterie, des trucs, c'est hyper chouette, moi je trouve ça très très cool. Il y a un côté sensoriel aussi dans ce côté touché, dans ce côté visuel, il se passe quelque chose. Mais au niveau de l'odorat, au niveau du goût, il n'y a rien qui est enseigné. On n'éveille pas ces modalités sensorielles-là dès le plus jeune âge. C'est assez paradoxal parce qu'on sait que la mémoire olfactive, alors elle se crée tout au long de la vie, mais là où c'est le plus actif, c'est entre 6 et 10 ans à peu près, donc c'est vraiment la primaire, quoi. Et en fait, à part la semaine de l'odorat et du goût, je sais pas si vous voyez un peu ce truc où vous mangez des choses rigolotes à l'école et tout, mais c'est une semaine. Ça s'appelle la semaine de l'odorat et du goût. Donc une semaine dans une année, c'est rien, c'est pas grand-chose. Et donc en fait, le discours militant, il vient peut-être un peu là aussi, mais c'est ce truc de se dire que on n'est pas là pour éveiller, il n'y a personne qui est là pour éveiller ce sens de l'odorat, ce sens du goût. Il y a des initiatives quand même en France, je pense à des associations qui ont mis en place des ateliers olfactifs pour les plus jeunes, l'association Nez en Herbe notamment. Et en fait, il y a un boulot qui est fait à ce niveau-là, mais c'est encore
disons, assez marginal. En fait, il n'y a pas un soutien fou de la part des instances un peu plus hautes. Donc, c'est un peu la problématique. Et moi, ce que je veux vraiment véhiculer, c'est ce truc de l'odorat, c'est accessible à tout le monde, en fait. Ouais. On a tous un nez, on a tous un cerveau. Enfin, non. Oui. En général. Il y a des gens qui n'ont pas de faculté olfactive parce qu'ils les ont perdues suite à un accident, suite à une infection, je pense au Covid. Parfois, il y a des gens qui sont nés sans sens de l'odorat aussi. C'est très peu à ce niveau-là, c'est assez rare, mais il y en a aussi. Mais en fait, en général, on a tous un nez, on a tous un cerveau. Et même si on n'est pas capable de mettre des mots sur ce qu'on sent, on est capable de sentir. On est capable d'avoir une réaction. Et ce que j'essaie, le message principal que je veux véhiculer quand je donne des interventions, quand je donne des cours, quand je fais des animations, c'est on peut tous sentir au quotidien. En fait, c'est juste une histoire de curiosité. Oui. C'est en fait, quand vous allez cuisiner, on parlait du placard à épices tout à l'heure. Quand vous allez cuisiner, c'est prendre le temps de, quand vous coupez vos légumes, sentez un peu ce qui se passe. Quand vous coupez une carotte, moi, l'odeur des carottes râpées, enfin, alors pas la barquette de carottes râpées du supermarché, mais quand on coupe les carottes râpées, quand on les râpe à la main, là, mais moi, je meurs. Enfin, j'adore cette odeur-là. Ouais, ça sent bon. Ça sent hyper bon. Quand vous coupez un concombre, quand vous coupez, enfin là, en ce moment, c'est la fête de l'été, donc je parle crudité, quoi. Mais voilà, c'est vraiment quand vous préparez votre plat, quand vous allez commencer à chauffer. Moi, il y a une odeur que j'adore, c'est on met un petit peu d'huile, on met des oignons, on commence à les faire revenir. On rajoute, moi, mon combo, c'est vraiment rajouter un petit peu de piment, de l'ail pressé, du gingembre. Je mets ça avec les oignons, on déglace. Enfin, moi, ça, je meurs, quoi. Ça sent hyper bon. Et c'est la base, en fait. Et ça prend 2 secondes. Il y a juste à couper un oignon, presser de l'ail et tout. Donc, pour moi, c'est accessible à tout le monde. Après, c'est encore une fois juste une histoire de curiosité. Et c'est un peu plus difficile à ce niveau-là. Parfois, il y a des gens, ils n'ont pas le temps de cuisiner aussi. Le soir, je peux comprendre que ça soit on a envie d'aller à l'essentiel, on a envie d'aller se coucher, on n'a pas envie de se mettre à cuisiner pendant 3/4 d'heure. Je comprends. Après, c'est quelque chose qui reste néanmoins accessible. Et voilà, donc tout ça, c'est des choses où je pense que ça reste accessible. Déguster un verre de vin, ou si vous ne buvez pas d'alcool, un jus de fruits, posez votre nez dessus, prendre le temps de dire j'aime bien, j'aime pas. Déjà, rien que ça, c'est une information. Dire mais cette fraise, on parlait de la fraise tout à l'heure, mais cette fraise, on parlait de la rose, après on a parlé de la fraise, mais le côté fraise, si c'est plus ou moins mûr, si c'est plus ou moins frais, est-ce qu'il y a ce côté acidulé, en fait, tout ça, c'est des informations qui sont hyper importantes et c'est accessible à tout le monde. Si vous partez en marche, vous allez faire une randonnée à la montagne, regardez ce qu'il y a autour de vous, frottez un peu, allez sentir les fleurs. Les mousses, et tout comme ça. C'est vraiment ça, ouais. Je pense que ça reste... c'est un peu le message que je souhaite véhiculer aussi, c'est de se dire que on peut tous jouer de ça, en fait. Et on peut tous avoir cette curiosité, se dire, OK, là, je prends 1 minute de plus pour déguster mon verre de vin et me dire OK, qu'est-ce que je ressens. Prendre le temps de le sentir. C'est vraiment ça. Sur ce côté de prendre le temps, moi je reviens d'un voyage et justement avant le côté olfactif, on se promène dans la forêt, on sent un peu tout ce qu'il y a autour. Et là, pendant ce voyage, j'avais le temps de prendre le temps et de temps en temps, je fermais vraiment les yeux et j'essayais de sentir parce que je me baladais pas mal dans un jardin botanique. Et c'est un sens où on prend vraiment pas le temps de profiter et d'essayer de décrire ce qu'on a autour de nous. Donc je trouve que c'est un peu délaissé et c'est dommage parce que ça permet aussi de se reconcentrer sur soi-même. C'est ça, il y a un côté limite méditatif, tu vois, où c'est ton moment à toi. En plus, comme on disait tout à l'heure, c'est tellement connecté à ton vécu, ton histoire personnelle, ton émotionnel, qu'en fait, c'est pas contestable. Jamais personne va venir te dire je suis pas d'accord avec toi, ça sent. Enfin, moi, c'est vraiment ce que je dis en général, quel que soit le public que j'ai en face, c'est on critique pas les opinions des uns et des autres. Il y a pas ça, quoi. Il y a vraiment, si vous êtes pas d'accord, OK, soit expliquez-le. Mais en fait, potentiellement, vous allez l'expliquer et quelqu'un d'autre à côté de vous sera pas d'accord. Donc en fait, ça va être un enchaînement de pas d'accord. Mais en fait, l'idée, c'est pas d'être d'accord ou pas d'accord. L'idée, c'est juste de se nourrir un peu de ce que les autres vont dire et de se dire OK, je l'avais pas vu comme ça. Et en fait, potentiellement, ça permet aussi d'apprendre autrement des autres. Donc, je trouve ça hyper chouette. Donc, vraiment, le message à chaque fois que je véhicule, c'est ce truc de c'est accessible, vous pouvez le faire. C'est juste une histoire de prendre le temps. Et puis, c'était aussi une nouvelle façon de
se créer des souvenirs. Ouais. Plutôt que tout faire passer par le regard, etc. Je sais que si je retourne là-bas, j'aurai ces souvenirs qui vont me revenir très rapidement, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quasiment instantané. On croise quelqu'un qui a un parfum d'une personne qu'on connaît, bam, ah oui, cette personne, etc. Et aussi, je me dis, comme ça, si je recroise ce parfum, ça me fera penser à ça plus tard. C'est exactement ça, tu as entièrement raison. Et c'est, pour moi, la mémoire olfactive, elle est active. Elle est active tout au long de la vie. Après, le sens olfactif, il s'amenuise un peu avec l'âge. À partir de 50 ans notamment, on se rend compte qu'il y a un déclin au niveau olfactif qui se crée. Quand on arrive à un certain stade, on se rend compte que dans le cas de certaines maladies neurodégénératives, je pense à Alzheimer, Parkinson, il y a souvent un impact assez fort au niveau olfactif. On perd vraiment l'odorat. Mais ça, c'est normal. C'est un peu, plus on vieillit, moins on va voir, moins on va entendre aussi. C'est juste, tous les sens sont dégradés. C'est tous les sens, et c'est même tout le corps, en fait. Le corps, on voit quand même rarement. Là, je sais plus, je voyais un article où il y avait un monsieur qui avait fini un marathon à 92 ans. Oui, mais en fait, c'est une exception. Je ne pense pas que vous prenez la plupart des gens de 92 ans, ils ne vont pas réussir à faire un marathon. Mais en fait, c'est un peu ça, c'est se dire que ce sens, il est là, au-delà d'avertir du danger, de dire il y a une odeur de brûlé, il y a une odeur de gaz, ma viande, elle est avariée, ou des choses comme ça. C'est hyper important, hein, attention. Ça, c'est indispensable. C'est indispensable, même c'est maintenir... son intégrité physique, c'est pérenniser l'espèce. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très animal, encore une fois. Clairement. Mais c'est primordial. Mais en fait, il ne faut pas oublier que l'odorat et le goût au sens large, ce sont des sens qui sont associés au plaisir, en fait. Donc, on parle du plaisir, le fait de s'alimenter, le fait de sentir les autres aussi. Parce qu'on sait, mais chaque personne a une odeur. Et en fait, il y a des compatibilités aussi qui peuvent se créer à ce niveau-là. Se dire que... moi, j'adore l'expression, mais il y a des gens qui disent « Ah, je ne peux pas le blairer » ou « Je ne peux pas le sentir ». Mais ça vient du nez, en fait. Clairement. Donc, il y a bien quelque chose qui se passe. C'est pas, après, c'est pas l'odeur qu'on n'aime pas. C'est vraiment plus dans le comportement, dans le caractère, la personnalité. Il y a des traits qu'on aime moins, qu'on apprécie moins. Mais l'expression est bien là. Je ne peux pas le sentir, je ne peux pas le blairer. Les gars, il n'y a pas plus clair que ça. C'est juste la base, quoi. Donc voilà, donc c'est le message, pour en revenir à ta question, qu'on a un peu divergé, je suis désolée. Mais il y a vraiment ce truc de message que je veux faire passer, c'est accessible. Vous avez un nez, vous avez un cerveau. Maintenant, libre à vous de les utiliser et de gagner en curiosité à ce niveau-là, en curiosité sensorielle. Oui, donc pour les curieux, par exemple, qui dans la vie quotidienne éveillent déjà un peu leur sens au niveau de l'olfactif, est-ce que, hormis le quotidien, il y a également des événements, par exemple, pour un peu... je sais pas, les ressentir des choses, etc., qu'on ne peut pas forcément sentir tout le temps. Est-ce qu'il y a un peu des événements autour de ça qui existent ? Alors, des événements, il y en a. Il y a pas mal d'événements pour des professionnels, pour le coup, qui existent, des séminaires, des salons, des choses comme ça, où tu vas avoir des cycles de conférences, tu vas avoir des interventions, des animations. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Je pense... je vais le mentionner parce que je pense que c'est pour moi, c'est hyper important d'en parler aussi. Mais il y a une structure qui existe à Versailles qui s'appelle l'Osmothèque, qui est une sorte de bibliothèque des parfums. C'est un conservatoire de parfums. Et au sein de cette structure-là, il y a aussi une école qui s'appelle l'ISICA, qui est une école qui forme à la parfumerie. Moi, je suis passée par Montpellier, c'est une autre formation. Il y en a quelques-unes en France. Mais l'Osmothèque, en fait, a pour vocation de démocratiser tout ce qui a trait à l'odorat et à la parfumerie. Donc, en fait, sur place, ils organisent des conférences sur l'histoire de la parfumerie, des conférences thématiques peut-être un peu plus ciblées. Par exemple, moi, j'avais assisté à une conférence sur le parfum et les arts au 19e siècle, et comment les arts sont venus s'imbriquer dans la communication des parfums, notamment avec des affiches qui étaient juste magnifiques à l'époque. Enfin, c'est juste hallucinant. Et donc, l'Osmothèque est très active à ce niveau-là pour essayer de démocratiser tout ce qui a trait à l'odorat. Après, sur des événements, je pense qu'il y a beaucoup d'événements organisés par des marques
aussi. Ok, oui. Je pense à Chanel qui avait créé plusieurs événements pour des lancements de parfums, où en fait ils avaient fait des jardins, notamment ils avaient fait tout un jardin au cœur des Tuileries, où en fait ils avaient exposé certaines fleurs qu'on retrouve dans certains parfums de la marque. Ouais. Et en fait l'idée, on pouvait vagabonder au milieu de ce jardin, et ensuite on avait des sortes d'animations avec des vidéos, avec des personnes spécialisées dans le domaine de l'olfactif qui étaient là pour essayer de sensibiliser les gens à ce qu'ils avaient découvert dans ce jardin. Donc, il y a des initiatives quand même. Après, le plus difficile, c'est de dénicher ces initiatives-là. Parce que les canaux de communication, souvent, ils sont peut-être un peu plus subtils. Ouais, puis c'est rare. C'est ça. Donc, il y a vraiment l'osmothèque. Après, il y a les grandes marques. Je réfléchis, mais si vous allez, par exemple, du côté de Grasse, il y a un musée qui s'appelle le Musée international de la parfumerie, qui est hyper bien fait pour le coup. C'est juste hyper chouette. Disons que tout le parcours est hyper bien pensé. Il y a vraiment il y a un aspect ludique aussi dans l'apprentissage qui est vraiment très très chouette. Je pense aussi à Paris, il y a un musée qui s'appelle le musée Fragonard, où pour le coup il y a des flacons de collection, mais des flacons de collection vraiment de certaines maisons de cristallerie françaises. Je pense à Baccarat, je pense à Lalique, où c'est des flacons qui sont intemporels, et juste en fait moi j'ai déjà eu des bugs devant les vitrines en me disant mais c'est quoi ce flacon, et en fait il y a un côté à la fois c'est magnifique, il y a parfois des côtés ce côté un peu kitsch aussi, on se dit mais on verrait plus ça genre à notre époque, mais ou peut-être sur des éditions limitées ou des animations hyper ciblées, mais voilà, il y a quand même des choses qui sont accessibles au grand public. Après, l'idée, c'est de les dénicher, et souvent, c'est peut-être plus compliqué de dénicher ça quand faut vraiment chercher. S'intéresser. Alors, avant de poser la dernière question, notre fameuse question finale, je voulais revenir. On en avait parlé, tu en avais parlé plus ou moins vaguement. C'était sur les parfums, par exemple, qu'on pouvait retrouver, qui étaient diffusés, d'ambiance, etc., au tout début du podcast. J'avais entendu parler que, par exemple, dans les supermarchés ou alors dans les magasins, ils diffusaient des odeurs et ça pouvait, par exemple, influencer à l'achat, etc. Est-ce que tu as Alors, c'est pas forcément influencé à l'achat, mais oui, effectivement. En fait, tu vas avoir énormément de marques. En fait, il faut partir du principe que quand tu vois une marque, quelle qu'elle soit, visuellement, tu vois le logo. Tu vois les boutiques, comment elles sont agencées aussi, parce que tu retrouves souvent ça. Tu vas chez Ikea, c'est toujours agencé de la même façon. Tu vois. Je dis Ikea parce que j'ai une passion pour Ikea, et il vaut mieux pas que j'y aille en ce moment parce que je pense que j'achète tout. Et quand on va chez Ikea, le parcours est le même en fait, parce que justement tu rentres dans un Ikea, tu sais que tu es dans un Ikea, au-delà du côté du logo jaune et bleu. On reconnaît tout de suite l'atmosphère. Tu reconnais l'atmosphère, tu reconnais à l'odeur aussi, parce qu'il y a vraiment ce côté bois, cire de bois et tout. Donc, je mentionne Ikea parce qu'il y a vraiment c'est un bon exemple, mais après c'est valable dans toutes les marques, quoi. Tu rentres dans un magasin par exemple au printemps, tu vas aux Galeries Lafayette, tu vas dans des parkings Vinci, il y a des odeurs en fait qui sont diffusées. L'idée, c'est pour que tu ancres encore plus dans ton cerveau la marque en tant que telle. Donc c'est ce qu'on appelle du marketing olfactif. En fait. C'est l'identité. Ça fait partie de l'identité de la marque. Utiliser tous ces sens pour vraiment ancrer ça. Exactement. Voilà, ça appartient à cette marque. C'est exactement ça. Je sais qu'à une époque, alors je sais plus de quelle compagnie d'assurance il s'agissait. Je sais plus si c'était le Crédit Agricole ou pas. Enfin bref, passons. Mais en tout cas, c'était dans la région Grand Est, où certaines agences bancaires avaient mis en place des systèmes de diffusion de parfums, où les parfums étaient développés pour apaiser et calmer les personnes qui venaient. Parce que souvent, quand tu vas à la banque... tu parles d'argent, tu kiffes pas trop ton moment, sujet, ou alors tu kiffes. Soit tu viens et tu as énormément de thunes et tu sais pas comment la placer. Là, tu es trop content. Voilà. Mais c'est pas mon cas. Mais en tout cas, soit tu y vas, et aussi tu y vas pour des questions qui sont peut-être un peu moins chouettes. Donc en fait, quand tu rentres dans une banque, en plus tu as ces notions d'assurance, parfois tu te dis ça va être un peu tendu, tu as ce besoin d'être un peu apaisé, de te sentir un peu plus relax aussi. Et en fait, à un moment, ils avaient fait tout un essai où ils avaient diffusé un parfum, je sais plus, c'était à base de notes de thé vert, enfin un truc vraiment plutôt neutre. Mais
pas trop diffusé, en même temps suffisamment pour que les gens le sentent Ouais. et pour venir calmer un peu, les esprits. Voilà. Mais Les deux t'avais ça aussi, la RATP l'avait fait, mais il y a très longtemps. Ah ouais, Incroyable. Franchement, je me demande si c'était pas dans les années 80 ou 90, mais la RATP t'es pas avait encore là, non, mais arrêtez, les jeunes. Moi j'étais là, mais je m'en souviens pas. Mais ouais, donc RATP. la RATP diffusait du parfum dans les couloirs du métro. Alors pas dans le métro, mais dans les couloirs du métro, parce qu'il y avait vraiment ce truc de venir calmer les usagers, quoi. Parce qu'en fait, le métro, stress, il y a quand même, c'est pas l'endroit le plus chouette de la Vraiment terre. pas. Et ouais, je sais, Montpellier avait fait ça aussi quand c'était juste après que j'y sois, que j'y passe pour le master. Il y a 4 lignes de tram à Montpellier. Ok. Et en fait, chaque ligne de tram a une odeur développée Incroyable. pour le T1, le T2, le T3, le T4. Ah ouais. Et en fait, ils avaient fait ça, mais l'initiative était folle au départ. Moi, je trouve ça dingue. C'est en fait, ils pensaient aux usagers déficients visuels. Bah ouais, comme ça, ils savent s'ils sont dans le bon tram. C'est ce qui m'est venu en tête directement quand tu l'as dit. Je me suis dit, mais c'est génial pour les gens qui ne voient pas ou qui ont des difficultés à voir. C'est exactement ça. En termes d'accessibilité, on est au top, tu vois. En fait, ces gens qui voient mal, qui voient peu, qui voient pas, tu rentres et en fait, tu arrives à compenser avec un autre sens, qui est pour le coup celui de l'odorat. Et je trouve que c'est hyper chouette. Ouais, ça peut être une solution du coup à utiliser ce sens-là pour aussi aider ces personnes-là. C'est exactement ça. Nous qui avons un peu tous les 5 sens, on n'y pense pas forcément. On n'y pense pas du tout. Même. Le sens primaire, c'est la vue. Après, il me semble que c'est l'ouïe, etc. Mais ouais, c'est une belle solution. C'est une super solution. Mais ouais, tu vois, c'est vraiment un truc au niveau du marketing olfactif, parce qu'on est en plein dedans. Il y a des tas de choses qui sont explorées. Mais effectivement, dans les magasins, tu vas avoir beaucoup ce côté pour associer la marque à une odeur. Et en fait, c'est comme ça que tu vas beaucoup plus l'ancrer, beaucoup plus t'en souvenir. Et ça fait partie aussi de comment tu places ta confiance en la marque aussi. Tu vois, si par exemple il y a des parfums que t'aimes pas, je pense, moi c'est très personnel, mais là je mentionne vraiment quelque chose qui est très personnel. J'ai le souvenir qu'à Paris, à un moment, ils avaient ouvert une boutique sur les Champs qui était Abercrombie & Fitch. Ils avaient énormément communiqué, ils étaient vraiment au taquet de la communication d'ailleurs, et ils avaient développé des parfums. Et il y avait un parfum d'ambiance de la boutique qui était diffusé, mais en fait, quand vous passiez sur les champs, les champs, c'est hyper large. Et en fait, tu étais tout de suite, en fonction des courants d'air, tout ça, tu étais tout de suite happé par le parfum. Alors après, c'est un parfum que il y a certaines personnes qui apprécient, d'autres qui n'apprécient pas. Mais c'est vrai que tu ne pouvais pas être indifférent. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas, tu le sens forcément. Et donc, en fait, ce parfum, pour moi, je n'ai jamais consommé de Abercrombie & Fitch. Je n'ai jamais acheté une fringue là-bas. En revanche, je connais l'odeur. Donc, je trouve que c'est juste dingue, tu vois, d'être capable de l'associer. C'est assez fou. Donc, derrière, c'est quelque chose qu'on utilise de plus en plus. Souvent aussi, ce qu'on va faire, c'est on sait que ces parfums qui sont utilisés, ils vont faire en sorte que on peut rester un peu plus longtemps dans la boutique. Enfin, on peut passer un peu plus de temps dans la boutique. Et forcément, plus tu passes de temps dans la boutique, plus ça va déclencher aussi. Ça va déclencher l'achat aussi derrière. Donc ouais, c'est quelque chose d'assez subtil qui se fait. Donc voilà, après on le fait déjà avec la vue, on le fait déjà avec l'ouïe. On est déjà influencé à rester plus longtemps dans les espaces de vente. L'olfactif est là aussi pour venir dans ce sens-là, quoi. Donc voilà. La petite dernière question finale qu'on a un peu toujours à poser, c'est quel conseil donnerais-tu aux personnes qui nous écoutent, soit que ce soit sur le profil de, par exemple, se lancer dans leur activité, ou alors bien même découvrir ton secteur? Alors, sur le conseil, plus pour la partie se lancer à son compte, ou pas à son compte aussi, ça peut être en s'associant, ou voilà. Moi, je dirais de préparer quand même le terrain. Alors après, moi, j'ai été assez prudente. Enfin, en soi, je veux dire, il n'y a rien de plus risqué que de lancer une entreprise. Donc ça serait quand même un peu abusé de dire que tout est nickel. Mais c'est quand même une situation un peu précaire. Mais je trouve que ça s'explore. Et en fait, pour le coup, ça se prépare. Donc, et c'est pas du tout quelque chose à prendre à la légère non plus. C'est de se dire qu'il y a des structures qui sont là pour nous accompagner quand on se lance. Alors honnêtement, il y a des structures, mais il y a aussi des réseaux d'entrepreneurs qui sont disponibles. C'est juste, encore une fois, il faut se renseigner. Mais il y a des tas de réseaux. Et le fait d'en parler aussi autour de soi, il y a toujours des gens qui vont avoir des avis en disant
ah mais tu vas pas lancer ta boîte, c'est hyper risqué, tu vas jamais te payer, tu vas te planter. Toujours les mêmes discours. Ouais, c'est ça en fait, c'est bien d'écouter les autres, mais c'est quand même, enfin, c'est toi qui décides. Ouais, finalement. Donc, si vous avez envie de le faire, il faut le faire. Ouais. Si vous sentez que c'est un besoin, il faut y aller, il faut foncer. Après, c'est bien d'étudier quand même un peu en amont, de se préparer, d'anticiper, de rencontrer des gens qui sont passés par là. Il y en a énormément de gens qui sont passés par là, mais parfois qui ont parfois arrêté l'activité de certaines entreprises et qui ont fini par y revenir et se dire ok, je vais lancer une autre entreprise. Donc tous ces parcours en fait ils sont hyper enrichissants, hyper inspirants, mais la meilleure façon de découvrir ça, c'est d'en parler en fait. Et donc il y a vraiment ça reste accessible. Il y a des tas de salons qui sont faits à ce niveau-là. Je pense à Lyon, ils ont le Go Entrepreneur. Où c'est chouette d'aller sur place et même sans savoir ce qu'on a envie de faire, en fait, juste discuter avec des gens qui sont passés par toute cette réflexion-là et qui ont monté leur projet et qui parfois se sont rendus compte que ça a marché, parfois ça n'a pas marché, donc en fait, ils sont passés à autre chose. C'est pas un échec en soi, c'est se dire que quoi qu'il arrive, pour moi, l'échec, c'est de ne pas le tenter. Ouais, ça peut être un regret après. C'est ça, clairement. c'est si vous avez envie de le faire, faites-le. Et si vous échouez, c'est un échec relatif parce que vous aurez quand même appris énormément de choses sur le parcours. Et voilà, moi je le vois pas du tout. Je parlais tout à l'heure, je disais que oui, à un moment il y a une réalité financière, économique qui nous rattrape. Moi, si j'arrive pas à en vivre à un moment donné, je mettrai un peu dans la balance ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et si je dois revenir à du salariat, je reviendrai à du salariat. Et puis c'est pas grave. Ça aura été une parenthèse hyper chouette et je le vois pas du tout je le vois pas comme un échec. L'échec pour moi, ça aurait été encore une fois de ne pas le tenter, de ne pas essayer. Donc ça, c'est vraiment le conseil que je donne. C'est si vous sentez une vocation de gérant, de créateur d'entreprise, de porteur de projet, allez-y quoi. Explorer, tester, puis lancer. C'est ça. Et dans le test, il y a vraiment ce truc, on parlait de persévérance, de résilience tout à l'heure, mais c'est pas parce que ça marche pas la première fois que ça peut pas marcher plus tard. Peut pas marcher plus tard. Et en fait, il y a vraiment ce truc aussi où la plupart des projets qui se lancent, on a le projet au départ, à T0, mais le projet, il évolue tellement plus tard. En fait, c'est en travaillant dessus que ça va donner forme. Moi, mon projet, au bout de 2 ans, il ressemble à ce qu'il est à l'heure actuelle, mais en fait, il y a plein d'idées plein de projets que j'ai envie d'explorer aussi, et potentiellement, si ça me plaît, peut-être qu'il y aura d'autres activités que j'ai lancées là, que j'oublierai petit à petit. Enfin, tout est possible. C'est juste une histoire de flexibilité et on s'adapte. Et au bout d'un moment, on cherche aussi l'équilibre entre où est-ce que je prends le plus de plaisir, mais où est-ce que c'est le plus rémunérateur aussi. Parce que au bout d'un moment, encore une fois, il y a une réalité. Quoi. Donc voilà. Ok. Bon, on te remercie pour cette belle intervention. Mais merci à vous, merci pour l'accueil. C'était chouette de pouvoir échanger avec vous. C'était hyper dynamique et tout. Donc, merci beaucoup. Grand plaisir. Merci à toi. Plaisir partagé. Yes, merci beaucoup.